Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info TV, votre chaîne de télévision. Après une journée qui, on l'espère, aura été très calme, très belle, très productive pour ceux qui sont allés s'occuper normalement de leurs occupations. Nous sommes en fin de journée, ceux qui sont en train de retourner chez eux, ceux qui sont déjà, ceux qui vivent les heures supplémentaires. On vous salue, on vous souhaite la bienvenue à ce programme qui restera, comme on l'a dit depuis lundi dernier, orienté sur les résultats de l'élection présidentielle, mais également ce qu'on peut coller à ces résultats en termes de tension sociale observée depuis quelques jours. On va interroger les leçons de ces tensions post-électorales jusqu'à présent, que comprendre, que retenir, comment se projeter pour éviter justement ce qui se vit depuis quelques jours. Mais nos invités ne vont pas échapper à la traditionnelle question, celle qui est de l'appréciation des résultats qui ont été rendus publics, avec le vainqueur Paul Biya à 53,66%, que reflète exactement ce score du président Paul Biya, que reflète également la performance de l'opposition au regard des chiffres officiels. Ils diront un ou deux mots là dessus. Accueillons Patrick Assiga. Il est un analyste sociopolitique, c'est un habitué de nos plateaux, très demandé d'ailleurs, même si depuis quelque temps, il nous a fait quelques infidélités. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes co-discutants de ce soir. Je suis honoré ce soir d'être dans votre plateau du Grand Soir. C'est un plaisir, c'est un immense honneur que vous me faites à chaque fois que vous m'invitez sur ce plateau, malgré les quelques contretemps que nous avons souvent eus. Un bonsoir particulier à nos millions de téléspectateurs, au top management et à l'équipe technique qui nous accompagne. Votre présence est un peu comme une rentrée médiatique, hein? Oui, on peut le dire ainsi. Et vous vous souvenez que nous étions à la période préélectorale, la période électorale, bon, et il y a eu une certaine organisation sur beaucoup de médias selon le CNC qui voulait bien sûr que les acteurs politiques appropriés soient effectivement invités. Et là, j'ai pu comprendre cela. Et on reprend une rentrée médiatique, ce n'est qu'un honneur. Car c'est vous qui m'introduisez davantage. Alors la question est là, celle d'entrée. Paul Biya a déclaré vainqueur avec 53,66%. En 2018, il était un peu plus haut, à plus de 70%. Comment vous lisez ce résultat? Il a chuté ou le contexte impose ce résultat? Bon, déjà, de prime abord, nous pouvons quand même déjà d'abord féliciter le président Paul Biya qui a pu remporter ce score. Mais il y a une remarque qu'on peut quand même se faire, ce n'est plus un score écrasant comme d'habitude. Plus un score soviétique. Soviétique, comme on avait l'habitude de constater. Et au-delà même, et ce score-là, je peux dire que ce score-là était déjà, c'était dans des prédictions à un certain moment. Quand on essaie de regarder la période de pré-campagne et la période de campagne, pour dire vrai, Jean-Jacques, nous avons essayé de regarder, nous n'avons pas vu un déploiement comme d'habitude du RDPC sur le terrain. Et ça peut signifier, ça peut être le résultat je n'ai pas envie de dire de cette impréparation, mais un parti politique qui nous a habitués avec souvent un déploiement. Bon, on s'est rendu compte que c'était morose. Ce n'était pas vraiment la campagne qu'on a souvent connue du RDPC. Et les résultats sont là. Vous avez l'impression que ça pourrait être dû à quoi? À un excès de suffisance, habitué aux victoires. Ils ont eu l'impression que sans Camto, tout irait pour le mieux. Exactement. Ils ne se sont pas déployés davantage. Votre question, c'est comme si vous avez lu effectivement les raisons pour moi. Parce que c'est cet excès de suffisance, je dirais même d'arrogance, je dirais même d'excès de zèle, qui a fait que tous les cadres du RDPC, ils ont pensé pouvoir le faire comme à l'accoutumée, sachant très bien qu'il y a des territoires qui leur sont définitivement déjà acquis. Donc, ils n'avaient plus trop d'efforts à fournir. Pour voir même les gadgets du RDPC dehors, c'était tout un problème. Ah oui. Donc, il y a tous ces problèmes-là.
Mais malheureusement, et quand vous voyez, beaucoup ont pensé que le principal adversaire du RDPC, c'était le professeur Maurice Kamto. Et une fois qu'il a été éliminé par le Conseil constitutionnel, il ne voyait plus en réalité quelqu'un d'autre qui pouvait effectivement aller coude à coude avec eux. Malheureusement, ça a été une surprise, je dirais une surprise désagréable, de voir le FSNC d'Issa Jérôme Abakari vraiment se déployer, même comme on peut s'interroger sur le laps de temps que le FSNC a eu pour pouvoir préparer cette élection présidentielle, mais ça a été vraiment une surprise pour le RDPC. Et j'ose croire, et j'espère très bien que pour les élections à venir, ils sauront se remettre dans les rangs et qu'ils ne tomberont plus sur ces erreurs-là. D'accord, l'excès de suffisance, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, qui leur dit attention, faites attention, vous êtes un peu trop serein, est-ce que vous êtes sûr de maîtriser l'affaire? Jean-Jacques, vous ignorez quoi de ces cadres du RDPC? Ça a toujours été comme ça, et comme ils sont majoritaires dans la gestion des affaires publiques, c'est exactement ce zèle, cet excès de suffisance, cette arrogance que nous vivons tant dans la gestion des affaires publiques que dans la gestion même du parti. Et cela, ça s'est transféré du côté du parti politique. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. Donc, si je ne suis pas du RDPC, mais quand vous voyez comment ça s'est présenté, les résultats nous montrent à suffisance que le RDPC ne s'est pas préparé. Le RDPC est resté sur ses grands chevaux et se sont dit, c'est comme d'habitude, nous aurons une majorité écrasante et on n'a pas d'adversaire, malgré ce que certains cadres, certains avisés de la scène politique ont eu à leur dire, ont eu à attirer leur attention dessus, pour leur faire comprendre que faites attention, il s'agit des élections présidentielles et au regard, il y a un déploiement, parce qu'il faut le dire, beaucoup de candidats se sont déployés. Quand je prends le cas de Cabral Libye a fait une campagne, je dirais, pédagogique. Même comme ça n'a pas suivi, mais on a vu quand même une certaine évolution dans la manière de faire la campagne de l'opposition, même comme on peut leur reprocher aujourd'hui de n'avoir pas répondu à l'appel du peuple qu'il voulait qu'il y ait coalition de ce côté, mais on a vu quand même un mouvement, même comme il faut aussi dire, il y a eu trop d'abstention de la part des populations par rapport à ces élections-là, et le peu qui a eu à s'exprimer valablement, on peut comprendre que ces derniers se sont vraiment exprimés et les résultats que nous avons aujourd'hui peuvent... Alors, si vous interprétez ce résultat, c'est 53,66%, qu'est-ce que vous dites au président élu, lui qui a été habitué à 70% en 2004, 2011 et 2018, vous lui dites quoi? Il y a un peuple qui commence à lâcher? Premièrement, qu'il comprenne que son appareil électoral, ces cadres qui l'accompagnent au sein du RDPC, ont relâché et qu'ils ne font plus le travail. Première question, est-ce parce qu'ils ne lui font plus confiance qu'ils ont régressé dans la manière de travailler ou ils estiment qu'ils ne peuvent plus aller à la conquête de l'électorat? Parce qu'il faudrait le dire sur plus de 30 millions de Camerounais. Jusque-là, nous n'arrivons pas à atteindre 10 millions d'inscrits. Et quand même nous sommes à 8 millions, nous... valablement exprimé, il n'y a que 4 millions. Il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Et ce sont eux qui ont toute la machine. S'ils n'arrivent pas à convaincre l'électorat à se mobiliser, il y a un problème. Il y a un problème. C'est la première remarque que le président devrait automatiquement se faire aujourd'hui. C'est dire, soit il est mal entouré par des gens qui n'ont plus besoin de lui à la tête, soit alors, comme on dit souvent, c'est la croche-jambe que ces derniers sont en train de lui faire, l'entorse qu'ils sont en train de lui faire par rapport à l'exercice. C'est une manière de s'exprimer. De l'autre côté, on peut bel et bien comprendre que c'est aussi l'expression du peuple camerounais qui aspire à un changement, aspire à un nouveau paradigme, aspire à quelque chose de nouveau.
c'est peut-être aussi dans ce sens-là où les populations s'expriment. Et ils peuvent donc se décider au-delà d'être avec celui qu'ils ont voulu, celui qu'ils aimeraient, mais à dépit, ils prennent quelqu'un d'autre. Donc ces élections, vraiment, de façon pédagogique, devraient inspirer non seulement ceux qui nous dirigent, mais aussi tous les acteurs de la scène politique au Cameroun. Merci beaucoup Patrick Asiga d'être sur le plateau de Le Grand Soir ce soir. Nous remercions également Gabriel Michel Chougem. Il est syndicaliste, bien connu également des plateaux de débat. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Jean-Jacques. Merci pour l'invitation. Je voudrais, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, cette émission d'entrée de jeu par élever la voix, n'est-ce pas, au nom de tous mes camarades syndicalistes, au nom de tous les enseignants du Cameroun, de la maternelle au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire, pour dire que, n'est-ce pas, nous sommes en train de passer des moments très difficiles par rapport à 2 de nos collègues qui ont été enlevés depuis samedi dernier dans leur domicile. Le premier, c'est le secrétaire général du COREC, monsieur Etoga Roland Assois, qui a été enlevé chez lui samedi à minuit. Pas des inconnus. Bon, nous supposons que ce sont des militaires. Il est actuellement incarcéré ici, n'est-ce pas, à la brigade de la poste centrale, où nous l'avons rendu visite hier. Donc, et il y a également, c'est là où il est actuellement, depuis 6 jours. Il y a également, n'est-ce pas, notre sœur, la nommée Madame Ticho Florence Aimé, qui a été incarcérée également à la prison de Nouvelle, à Douala, pour des raisons que nous ne connaissons pas, a également été enlevé depuis samedi dernier. Ils n'ont pas encore été notifiés. Ils n'ont pas encore. Rien du tout. Hier, j'ai conduit une délégation d'enseignants au niveau de la gendarmerie de la poste centrale pour rencontrer notre frère. Bon, arrivé là-bas, on a causé avec lui, bien sûr. Nous avons constaté, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la puanteur dans laquelle il vit. Il est là, dans les cacas, dans les urines, dans la poubelle. Vous voyez? Alors, on n'a pas pu glaner aucune information au sujet des motifs, au sujet des chefs d'accusation. Nous avons également, n'est-ce pas, rencontré, nous avons fait, voici d'ailleurs la lettre que j'ai déposée ce matin à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement. Voici la décharge de la lettre que le collègue a écrit à l'intention, à la haute intention du Premier ministre, chef du gouvernement, John Bouté, afin qu'il voie clair dans cette affaire. Alors, hier également, nous avons déposé une audience auprès du ministre Rowena pour l'informer de la situation. Nous attendons toujours sa réponse. D'accord. Nous espérons avoir des réponses claires sur ces détentions de vos collègues enseignants. Je pense mettre sur le plateau avec nous dira comment est-ce possible qu'après 6 jours, qu'on ne puisse pas être notifié au moins des motifs des griefs pour lesquels on a été conduit de ce côté-là. Mais parlons des sujets, notamment notre sujet d'entrée qui concerne l'élection présidentielle dont les résultats ont été officialisés lundi. Sur le score du président de la République, 53,66%, on va le répéter. Sur le score de Issa Tirouma Bakari, 35,19%. Mais de façon globale, qu'est-ce que vous retenez à la lumière de ces chiffres? Je retiens que le président Biya a gagné les élections à l'arraché. À l'arraché. C'est une victoire à l'arraché. On n'a pas connu des scores à la soviétique comme dans les années antérieures. Alors, je voudrais dire que lorsqu'on parle des causes de cet échec, entre guillemets, du RDPC, eh bien, le premier frère qui a pris la parole, monsieur Asiga, lui, il a parlé, soit il est mal entouré pour justifier les causes de cet échec. L'une des causes. Soit il est mal entouré. Non, il faut cesser ça. Soit il est mal entouré. Ça veut dire quoi? Puisque c'est lui qui place son entourage, il nomme qui il veut. Oui, mais après, vous pouvez être mal entouré, même si c'est vous qui avez nommé. Vous les balayez? Vous pouvez balayer éternellement. C'est ça? Vous pouvez balayer éternellement. Si les 5 panélistes que nous sommes ici sur le plateau, si nous sommes hors sujet, l'une de la faute revient à monsieur le journaliste qui nous a invités. Ça veut dire qu'il a mal fait son casting. C'est ça. Qui va constater que vous tous n'êtes pas hors sujet. Nous parlons aux téléspectateurs. Non, le téléspectateur peut être plus hors sujet que nous. Donc, et vous voyez, un pays, n'est-ce pas, où 10% de Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire. Vous voyez, on ne peut pas... Il est difficile de continuer à suivre le RDPC comme par le passé. Un pays où 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Vous voyez, c'est-à-dire un pays, n'est-ce pas, dans lequel la pauvreté est généralisée, avec les sociétés qui ont été fermées. Je vais parler, n'est-ce pas, des sociétés telles que l'ONCPB. Quand on a fermé ces sociétés, mais bien eu 79%. Ces sociétés déjà fermées. Et si on actualisait l'analyse, elles ont été fermées, mais il y a eu 3 élections au moins après cette fermeture et il a toujours gagné avec plus de 70%. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Elle a chuté. Voilà. Pourquoi? Parce que
les Camerounais prennent conscience que le président Biya, apparemment, n'est pas sincère dans ses déclarations, avec les projets lancés qui ne finissent jamais, à l'instar du stade pour les Dolembe, qui ne finit jamais, et qui boit des milliards chaque jour, avec le projet d'autoroute Douala-Yaoundé, qui ne finit jamais, et qui consomme des milliards chaque jour, avec le projet d'autoroute Yaoundé-Simalène. On commence bien, mais on ne finit jamais. Je peux citer comme ça au moins 50 projets que le RDPC pour lance. résumer, tout ça, c'est le résultat de l'échec des politiques. Mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et que les Camerounais aujourd'hui ont décidé de mettre fin à tout cela. Oui, et puis je voudrais également ajouter, n'est-ce pas, ce problème crucial des enseignants que nous posons depuis au moins 20 ans. À savoir, n'est-ce pas, le problème d'intégration, le problème de paiement des rappels, des non-logements, ainsi de suite. Et surtout, n'est-ce pas, le problème de la tenue du forum national de l'éducation que nous attendons depuis longtemps. Il n'y en a pas. Il y a également le problème, n'est-ce pas, de la signature du statut particulier des enseignants que nous attendons. Ah, c'est le syndicaliste. Oui, voilà autant de problèmes pour lesquels qui justifient, entre guillemets, l'échec du RDPC. On peut citer comme ça une cinquantaine. Il y en a beaucoup. Je vais revenir bien après. D'accord, merci Michel Gabriel Chougem pour cette entrée avec ce ton syndical. Il parlait d'échecs des politiques. Beaucoup de choses ont été annoncées, pas réalisées tout. Les promesses non tenues du président de la République. Accueillons également sur le plateau comme invité, c'est la seconde fois, hein, sur Belinga au Libye. Parce qu'on a envie de dire au Bili. C'est l'anagramme. Yves Belinga au Libye. Vous êtes un auteur. Et vous venez de commettre un autre ouvrage sur le président Biya, on peut le voir. Paul Biya. La patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante. Bonsoir et bienvenue. Merci, merci. Vous avez suivi de près la campagne et l'élection présidentielle. Justement, moi-même j'y étais. Je suppose que vous souteniez Paul Biya. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous êtes de Meyoumou Sala ou bien parce que c'est l'homme qu'il faut? Bon. J'ai trahi que vous êtes de Meyoumou Sala. Il y a plusieurs raisons. Oui. Il y a d'abord, oui, je suis le fait que je sois de Meyoumou Sala. Dans du ventre du président de la République. Oui. C'est vrai, certaines personnes vont prendre cela comme le tribalisme, alors qu'il y a aussi une différence. Non, vous êtes né quelque part, il faut bien dire que vous êtes né là-bas. Évidemment, entre le tribalisme et la tribalité. Donc, des fois, tu valorises certains attributs. Par un visiteur, on m'a réglé son compte tout à l'heure. Certains attributs. Là. Donc, vous valorisez certains attributs de chez vous. Et le président de la République, Paul Biya, étant fils de Mouvement Sala, c'est une valeur pour nous. D'accord. Parce que nous n'aurons pas la chance, nous n'aurons pas la chance peut-être d'en avoir encore, peut-être jusqu'à un siècle, je ne sais pas. D'accord. Paul Biya, La patrie reconnaissante, préfacé par le professeur Mathias Onangini. Il parle de quoi cet ouvrage? La patrie reconnaissante. Il faut d'abord comprendre que la patrie, c'est la communauté sociale et politique dans laquelle nous appartenons. Et la reconnaissance, c'est le fait pour une population de se sentir comme redevable envers celui de qui elle a toujours reçu des bienfaits. Donc, la raison pour laquelle donc cette population a porté le chef de l'État dans le cœur pour aller jusqu'à l'appeler à la présentation de son, de sa candidature, cela n'est que le signe d'une reconnaissance du peuple vis-à-vis de tous les bienfaits que le chef de l'État leur a apportés. D'accord. Mais lorsque vous regardez les résultats de l'élection présidentielle, cette nation me paraît pas très reconnaissante finalement. 53,66% seulement. La reconnaissance, bien sûr qu'elle est là, mais il y a aussi des couacs. C'est-à-dire ce pourquoi le peuple n'a pas peut-être jusqu'à la fin tenu sa promesse. Cela est dû à plusieurs raisons. Il y a d'abord la peur. Parce que lorsque le président du FSNC démissionne et proclame sa candidature, beaucoup de militants du RDPC se sont sentis fragilisés. Et ça fait que lorsque nous sommes allés aux élections, même avant,
quand vous interrogez les uns les autres, ils ont commencé à se sentir comme si ils n'avaient vraiment pas cet allié-là fort, parce que Issa Tiroma Bakary est un maillon fort de la force, vraiment, du RDPC. Il y a également... Sauf qu'il est du FSNC. Oui, bon, du président du gouvernement... Ça a été un allié. Président Paul Biya, il a été un allié. Mais on voit avec les chiffres Sauf... tout à l'heure que Tiroma allié, le président gagne avec 2,5 millions. Sans Tiroma, sans Bello Bouba, le président gagne avec 2,4 millions. Bon, le poids, il est resté constant. Ça ne peut pas être significatif. Il y a même le poids. Il y a 100 000 voix qui sont parties, mais est-ce qu'on peut... Il y a aussi le fait de son âge, parce que certains se sont sentis un peu mal. L'âge du président Biya a un peu joué contre Paul Biya. Non, je veux dire des critiques que les citoyens ou bien les militants du RDPC recevaient. Et le troisième point même, ça sera le voyage du président de la République. Je suis en train de répondre à la question du déficit un peu, donc du décalage de pourcentage par rapport à 2018. Au moins 20 points perdus entre justement, 2018 et parce qu'il y a tous ces paramètres qui sont entrés en jeu à la dernière minute. Parce que cela n'était vraiment pas attendu des militants du RDPC. Quand vous le faites comme ça, on a l'impression que les militants du RDPC, c'est des poltrons, ils tremblent. Non, ce n'est pas une question d'être poltron. Nous sommes humains. Il y a des faits sociaux qui peuvent amener l'homme à changer selon les circonstances. Il y a les circonstances qui amènent... Je vais vous prendre l'exemple peut-être du chef de l'État à la veille de la campagne. Ça a un peu réduit la force et la ténacité des faibles militants. Or, ce que l'élite politique devait faire, c'est engager, mettre de l'engouement ou bien de l'eau au moulin pour dire aux militants du parti que, bien vrai que le président a voyagé, mais il revient avec force. Et quand il est revenu, on l'a vu avec force. Et plutôt, il y avait de la morosité. Le petit électeur disait, mais est-ce que le C'était plus comme avant. Il n'y avait plus suffisamment à boire et à manger. Il n'y avait même, pas à boire et à manger, beaucoup plus les gadgets. Oui, mais tout ça, c'est à boire et à manger. Des gadgets pour faire la propagande du parti. Il y a des militants qui aiment recevoir seulement les cadeaux. Et c'est un défaut pour le parti, disons ça ici. Pourquoi? Parce que on a l'impression que tout doit provenir. On doit donner. Président les militants de la veulent République. seulement recevoir. Oui. Mais non, attention, les militants ont tout donné. Les militants, c'est normal que les populations demandent à partir même du 13 février, vous avez vu les militants se mobiliser pour le palais des sports pour magnifier leur appartenance et leur soutien au président de la République. Vous faites confiance aux gens qui se mobilisent au palais des sports? Ils ont donné, je pense que la jeunesse a donné 40 millions pour financer la caution du président de la République qui s'élevait à 30 millions et 10 millions pour les frais de campagne. Ce que les élites auraient dû récupérer comme geste. Donc il y a alors vous êtes en train de... Ces élites même souvent, très souvent, ils contribuent pour la campagne. De définir une désorganisation quand même. Mais comme vous dites, c'est bien après. Par rapport à 2018, vous définissez là une désorganisation de la machine, RDPC, des doutes qui animaient des militants avant d'aller à l'élection. Le président n'était pas là, il est revenu, est-ce qu'il ira à Maroua, est-ce qu'il n'ira pas, est-ce qu'il va tenir un meeting ou pas? Il y avait quand même beaucoup de flou autour de cette affaire. Justement, vous savez, tout le monde d'abord n'a pas fait l'école et tout le monde n'a pas la capacité de résistance face aux vendeurs d'illusions et tout ce qui se passe, la bruit qui passait là. Il y avait un petit mauvais, je peux dire ça ainsi, un mauvais vent. Où d'abord, je me souviens, avant même le lancement de la campagne, vous avez vu comment les affiches du président de la République étaient déchirées au nord. Et sachant qu'un grand soutien lui provenait du nord, il y a autant de causes qui ont affaibli
Donc vous ressortez de cette élection quand même avec un score faible. Et vous oui, êtes par affaibli. rapport On vous- aux élections Précédente, précédentes. voilà. Mais nous tout- restons forts au D'accord. niveau du moral, parce qu'il faut savoir que Il faut le l'avoir. score étant déjà là, la victoire, c'est la victoire. C'est- Paul Roger, Maître, bonsoir. Maître Youk. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau en cet après-midi. Alors, la question d'entrée est celle de la lecture des résultats. On les a tous. On est donc en droit de jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai vu certains de vos posts relativement à l'analyse de ces résultats. Qu'est-ce qu'il en ressort? Le président Biya gagne, il a échappé belle. Oui, je pense que le président a échappé belle. Je pense qu'il a échappé belle. Et je pense que il faut faire, quand on est face à un point comme celui-là, il faut faire une analyse objective. Je pense que cela est dû. Je ne pense pas qu'il s'est posé un problème de campagne. Je ne pense pas, parce que nous avons vu les lieutenants du RDPC se déployer sur les terrains. Les gadgets, mon frère d'en face en a parlé tout à l'heure. Je les ai vus circuler, passer devant moi. Donc, Vous avez eu la chance. Hein. je les ai vus passer. C'est parce que vous n'êtes pas militant. Peut-être. C'est parce que vous n'êtes pas militant, mais les militants disent qu'ils n'ont pas vu les gadgets. Voilà. Moi, Par je les rapport ai aux vus. éditions précédentes. Je les ai vus passer. Je pense plutôt, Jean-Jacques, que je peux évoquer deux ou trois raisons. La première chose, c'est que je pense que il s'agit là d'une expression d'un mécontentement du peuple. Parce que vous avez relevé à bon escient tout à l'heure que les résultats que le président Paul Biya a eu les années antérieures, les élections présidentielles antérieures, jamais dans l'élection présidentielle, ou du moins depuis qu'il est là, le président Paul Biya n'a eu ce score-là. Hormis 92, hein. Voilà, hormis 92, ça c'est vrai. Et donc je pense que, parce que l'élection présidentielle de cette année m'avait l'air d'un référendum, m'avait l'air d'un vote sanction. C'est un peu, n'est-ce pas, l'aperçu que j'ai eu, n'est-ce pas, à travers cette élection-là, comme pour dire nous ne sommes pas contents. Quelqu'un a dit maintenant sur le plateau que le peuple a... C'est indigne, n'est-ce pas, de l'entourage du chef de l'État et tout. Mais il faut savoir que nous, les électeurs, nous les Camerounais, je voudrais d'abord relever que le président Paul Biya a toujours été aimé par les Camerounais. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, il faut le retenir et il faut le marteler. Il a toujours été le chouchou des Camerounais année après année. Et donc, mais ça peut aussi s'effriter un peu, non? C'est justement ce qui s'est passé, Jean-Jacques. C'est justement ce qui s'est passé, parce que quelqu'un disait tout à l'heure, on ne peut pas chaque fois, si on dit que c'est le problème de l'entourage, voilà, il faut savoir que nous, la personne que nous choisissons, alors que le peuple choisit, c'est le président de la République. Le peuple ne choisit pas un ministre. Le peuple ne choisit pas un directeur général. Comme moi, l'entourage. Donc, en fait, ils font partie de l'entourage. Donc, quand il y a un problème à ce niveau, à ce stade, n'est-ce pas, de la République, c'est vers le président de la République qu'on fixe les regards. La deuxième chose, Jean-Jacques, que je... Mais sur l'entourage, selon ce qu'il se dit, que les lieutenants que vous avez vus descendre sur le terrain, certains sont vomis au niveau de la base. Et ça peut avoir des répercussions sur le chiffre tel qu'on l'a vu. Oui, je pense que certains sont vomis parce que justement, je pense, on nous a toujours dit que le président de la République est le Camerounais le plus informé. Mais j'ai du mal, quand on voit ce qui s'est passé, on a du mal à le retenir. Parce que si au niveau de la base, ces lieutenants-là sont vomis, ça veut bien dire que les instructions du président de la République, telles que libérées, ne sont pas suivis par ses propres collaborateurs. Et entre-temps, lui, il reçoit les mauvais rapports. Et entre-temps, effectivement, il se reçoit des mauvais rapports. Voilà, on a toujours eu, je crois qu'on en a parlé plus d'une fois sur ce plateau, on a un projet qui est réceptionné alors qu'il n'a même jamais commencé. Et le peuple est toujours là, il attend. Et puis, en plus de ce que ses collaborateurs sont vomis, Jean-Jacques, et il y a aussi, n'est-ce pas, le fait que je pense qu'il y a une forte hypocrisie autour du président de la République.
Parce que je me suis intéressé pendant cette élection à un bureau de vote, le bureau de vote de Bastos, où le président de la République lui-même est allé voter. J'ai regardé les résultats et j'ai eu du mal à comprendre comment est-ce que son principal challenger, permettez-moi l'expression, a pu avoir plus de la moitié des voix que le président a eu. Lorsqu'on connaît qui sont ceux qui votent, n'est-ce pas, dans ce bureau de vote-là. Vous connaissez qui vote? Donc, le bureau n'est pas sélectif, hein, tout le monde peut il n'est pas sélectif, il n'est pas sélectif. Les copies Bastos n'est pas à la présidence. Depuis ma abord, Jean-Jacques, il n'est pas sélectif. Pas à la présidence. Mais lorsque vous regardez, si vous faites un tour sur la liste, parce que moi je l'ai consulté, malheureusement je ne l'ai pas apporté, vous allez voir, n'est-ce pas, les gens qui votent là, les personnalités. Il y a eu une cinquantaine de voix contre le président Paul Biya. Il y a eu une cinquantaine de voix contre Paul Biya dans le bureau de vote des copies de Bastos. Et je pense, ma part, Jean-Jacques, que c'est significatif et ce n'est pas à négliger. Donc, je pense que... il commence à être lâché donc, il commence, même dans son entourage. Dans son entourage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui chantent Paul Biya le jour et qui la nuit chantent autre chose. Ça, voilà, comme je pense que c'est ça. Et je voudrais peut-être sortir en venant au secours du syndicaliste qui parlait tout à l'heure de ses collègues qui seraient détenus. Qui sont détenus. Ce n'est pas au conditionnel. Voilà. Qui sont détenus actuellement à la brigade. À la brigade de la D'accord. Permettez que à la prison de informations. J'ai été attiré par le fait que vous avez écrit au Premier ministre chef du gouvernement. Voici la copie. Vous avez écrit également au ministre Grégoire Ouona. Mais je n'ai pas perçu que vous avez écrit au procureur de la République qui s'occupe des libertés. Je pense que la poste centrale, et ça c'est un conseil, dépend, n'est-ce pas, du parquet de Yaoundé centre administratif. Autant de jours, vous n'avez pas saisi le procureur pour dire nous avons des gens qui sont détenus là-bas. Ce que vous devez savoir, c'est que la garde à vue, c'est 48 heures maximum renouvelable, 2 fois uniquement sur, n'est-ce pas, autorisation du procureur de la République. Et à marge de ça, il y a une procédure très efficace contre les détentions illégales qu'on appelle l'habeas corpus, qui est régie par l'article, je crois, 588 et suivant du Code de procédure pénale. Je pense que vous avez saisi un avocat et mis en mouvement cette procédure-là, parce que c'est ce que nous on fait. Parce que lorsque le président du tribunal de grande instance, puisque c'est lui qui est compétent en matière d'habeas corpus, lorsqu'il il libère les convocations, ça arrive à l'unité, automatiquement, ils vont bouger, ça va faire bouger les lignes. Donc, je pense pas que... Vous connaissez comment l'administration fonctionne, vous écrivez au premier ministre, chef du gouvernement, ça va prendre combien de temps? Et les policiers, les gendarmes, ce sont les auxiliaires du procureur de la République. Donc, soit vous saisissez le procureur, je pense que c'est la solution, mais avec un avocat, vous engagez une procédure, déposez une requête au fin d'habeas corpus, qu'on appelle encore de libération immédiate, sur le fondement de l'article 588 du Code de procédure pénale. Ça ira plus vite et je peux vous rassurer que les lignes vont bouger. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Monsieur Chougem. Et nous sommes déjà pour parler avec un avocat qui va prendre l'affaire en main dans les tout prochains jours. D'accord. Il est là, il y a un avocat qui maîtrise bien l'affaire. On ne peut pas vous dire que l'avocat. L'avocat vous dit c'est l'avocat, vous pensez que ça bien ça. Il a même de ses conseils. Vraiment, directement là, gratuitement, vous partez encore chercher un avocat lointain. Saisissez l'opportunité. Maître, il faut. Voilà. J'ai noté vos conseils. Saisissez l'opportunité, laissez les conseils. Saisissez l'opportunité directement au sortir de l'émission. Okay. Maître, on fait comment? Puisqu'il faut, voilà. D'autant plus que l'autre ne fait que traîner dans les prochains jours, c'est quand? Les prochains jours, c'est quand? Donc, vous avez une opportunité sur place. Joseph Boutouze, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Monsieur le président de Sud Espérance, oui. Militant aussi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Président de la sous-section RDPC. Président, d'accord, une sous-section. Vous revenez satisfait de cette élection? Oui, j'ai conduit mes militants. D'ailleurs, ça n'a pas commencé seulement à partir de la convocation du corps électoral. Nous avions fait un travail depuis la dernière élection présidentielle qui aboutit à ce que dans la sous-section de Ngosse, que nous puissions voter le président Paul Biya à 100%. D'accord, maintenant le résultat est là. Ce n'est pas un 100% national. Même si dans certaines sous-sections, il y a des 100%, mais sur le plan national, c'est 53-66%. Un peu dessus? Non, pas dessus. Quand vous dites que c'est dessus, c'est comme si c'était surprenant. Moi, ça ne m'a pas surpris le score là. Je l'avais déjà prédit que l'opposition
pourrait avoir autour de 40% et que le président de la République sera élu tout au plus à 60%, c'était prévisible. Donc je ne peux pas être dessus d'une situation que moi j'avais un peu prédit, j'envisageais au vu de l'actualité, de la réalité politique. Vous analysiez objectivement l'actualité politique. Tout à fait. Et maintenant, moi je pensais qu'on allait qu'en atteindre 60%, mais on est allé un peu en deçà. Et je crois que c'est dû à ce qui s'est passé un peu avant l'élection présidentielle. À quel niveau? Au niveau de la campagne présidentielle, vous vous rendez compte que des militants du RDPC sont habitués à par exemple, recevoir des gadgets, comme l'a dit M. Belinga, et que ces gadgets étaient devenus un luxe. Parce que ce qui se passe au RDPC, c'est que c'est ceux qui sont en haut, qui ont l'argent, qui bénéficient vraiment du Cameroun. Ils ont toutes les belles voitures dans leur résidence. Ils ont conçu les maisons partout. Et ce sont eux aussi que quand il y a les simples gadgets, ils bloquent ça chez eux. Ça n'a qu'à pas. Ils prennent tous les pains. Je parie que si vous fouillez les maisons à Bastos, il y en a encore. À Bastos et au Golfe là-bas, vous allez trouver les pains du RDPC remplis dans les maisons. J'étais ensemble avant-hier et on m'a raconté là-bas que le petit frère du directeur du cabinet civil, lundi, a ouvert un carton de montres. Alors, comment se fait-il que, après l'élection, parce que tu es le petit frère du DCC, toi, tu as encore un carton de montres? Est-ce que vous-même vous trouvez ça? Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Hein? Qu'est-ce qu'il pesait avec un carton de montres que le président de la République a fait commander pour sa campagne et pour dire merci à ces militants qui le soutiennent au quotidien? Vous voyez, c'est beaucoup de problèmes. Et ça fait en sorte que, honnêtement, Jean-Jacques, moi, d'ailleurs, je l'avais même dit quelque part. Je l'ai partagé parce que je suis le président de Sud Espérance. Je rencontre beaucoup de gens. Pas la tête de quelqu'un qui veut démissionner. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnes du Sud. J'ai un forum qui a beaucoup de gens d'ailleurs même. Tous ces ministres qui sont dans le gouvernement et qui sont originaires du Sud sont dans ce forum. Font partie intégrante de ce forum. Et c'était évident que si le président de la République allait à l'élection avec son gouvernement de 2019, ça allait avoir des problèmes. Même nous, dans les RDPC, on espérait au jour le jour que le président fasse un remaniement ministériel. Ça n'allait pas. Mais il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Et c'était évident qu'avec ce gouvernement, qui n'a fait plus l'unanimité, le peuple n'a plus confiance à ce gouvernement depuis, mais le président l'a gardé. Et maintenant qu'on s'est battu pour que le président soit réélu, je crois que les premiers signes que nous allons entendre, aussitôt que le président va prêter serment, ça sera de voir la coloration du nouveau gouvernement qui va arriver. Ce n'est évident qu'il y a des noms que si ça apparaît, on comprendra que nous recommençons dans un nouveau qui commence à se constituer dans l'opinion. Bien sûr. Une liste de noms qui commence à se constituer. Si ces gens-là reviennent. Oui, nous allons simplement comprendre que ce n'est pas lui. Ce septennat rentre encore dans l'immobilisme. Donc c'est des indicateurs qui sont fortement attendus. Et il y a une autre chose, c'est que le président Paul Biya a été le candidat du RDPC, mais ce n'est pas le RDPC en tant que tel qui a voté le président Paul Biya. Ce sont des citoyens comme moi qui restons encore attachés à la figure totémique du président Paul Biya. Figure totémique. Un peu comme les biaïstes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que on reste attachés à cette figure-là. Et nous l'avions voté. Nous avions amené les gens à le voter. Parce que si ce n'est que... Les militants. Parce qu'il faut être militant du RDPC, c'est très grave. Vous voyez, moi je suis communicant du RDPC. Mondialement connu comme tel.
partout où j'arrive, on sait que voilà un militant du RDPC là-bas, parce que je viens défendre les idéaux du parti dans tous les médias du Cameroun, que ce soit à la télévision, à la radio. Mais vous vous rendez compte qu'on fait des commissions de campagne chez moi, ça là, et on ne me met pas. Est-ce que mes camarades, je ne voudrais pas dire mes camarades, je voudrais dire que les co-panélistes des autres partis politiques avec lesquels j'ai souvent été au front, et qui savent que vous mouillez le maillot, qui savent que je mouille le maillot, qui pensent que nous autres nous on vit parce que le RDPC nous donne l'argent pour venir dans les médias, et peuvent s'imaginer que dans une commission de campagne communale à Moyomosala, mon nom peut ne pas figurer là-dedans. Mais c'est extrêmement grave. Jean-Jacques, pour les militants de ma sous-section, et je vais le dire, j'ai été obligé d'acheter le pain que Paul Biya a sorti pour que on puisse faire sa campagne. Je l'ai acheté. J'allais faire comment? J'allais faire comment dans ma sous-section? Les gens attendent. Puisque quand vous arrivez, tout ce que les militants vous disent d'abord, on espère que vous avez gardé les pains. Vous partez battre campagne comment? Vous faites comment? Les gens sont venus me proposer des pains dans le noir. Et on l'a payé, je l'ai payé. Je l'ai payé ce pain pour partager. Mais pendant ce temps, on vous dit que le petit frère un carton du de Canet, montre. c'est lui. Il a un carton de montre après l'élection présidentielle. Ça, c'est Et ce que qu'il vous a fait avez vu. qu'il a fait partager. D'autres gadgets encore. Alors, il y a un tel malaise qu'il faut véritablement que notre président, on a décidé de le réélire. Il faut qu'il comprenne l'appel. Parce que tout à l'heure, on disait que, je crois que vous avez évoqué, vous dites que le président est le plus informé. Mais le président, il prend l'information où? Il ne peut avoir l'information que celle qu'on lui présente. Il attend ce qu'on appelle un système d'information d'aide à la décision. Ce système d'information d'aide à la décision, ça c'est là je suis en management, aide le président de la République à prendre les bonnes décisions. Et si ce système d'information de la décision est biaisé et faussé, vous croyez que le président va prendre les bonnes informations comment? Pendant ce temps, le peuple lui demande de rendre compte parce qu'on dit que c'est lui. C'est à lui qu'on a donné le mandat. Qu'on a donné le mandat et que c'est lui qui a désigné ces personnes. Mais ces personnes lui mentent. Et lui aussi, il est enfermé dans sa tour. Il est enfermé difficile à voir ou on l'a enfermé. Alors maintenant, qui se libère de ses chaînes. Qui se libère de ses chaînes. Ces anges donc qui sont tout autour de lui, qui sont tous ses ministres, tous ses directeurs généraux, qui doivent lui relayer l'information juste. Eux-mêmes, ils sont aussi autant difficiles à voir que le président lui-même. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que moi que les gens connaissent comme un communicant du EDPC, comme un défenseur acharné du parti, je ne peux pas me décider pour aller par exemple rencontrer un monsieur comme le ministre d'État, femme dont il me reçoit. Mais quand je le dis à la télé, les gens seront surpris que je puisse dire des choses comme ça. Tu ne peux pas le rencontrer, il ne va pas te recevoir. Alors, autant le président lui-même est difficile à rencontrer, autant même les gens qu'il a mis tout autour de lui sont difficiles à rencontrer. Merci Joseph. Merci Joseph. Les autres vont réagir rapidement là. La description qu'on est en train de faire. Oui, permettez qu'on vous pose une question. Sinon, ce serait compliqué. Dans le même sens que M. Boutouze. Voilà, allez-y dans le même sens. Mais vous n'êtes pas militant. Pas du tout. D'accord. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Et puis, j'admire beaucoup le franc-parler de M. Boutouze. Moi également. Parce que nous avons annoncé après la campagne électorale et après l'élection présidentielle, on ne fera que des émissions vérité. La campagne est terminée. Les communicants du RDPC parlent un peu à l'opposé de M. Boutouze. Et je voudrais donc dire que le président vient dans une tour, comme il le dit, c'est même plus qu'une tour. Parce qu'il y a cela 2 ans, il a dit ça sur ce plateau, il y a 2 ans, j'ai conduit une délégation de mes collègues pour rencontrer le président Biya par 2 fois. Ça n'a pas été possible jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes restés comme ça. D'accord. Et du coup, il ne peut pas avoir les bonnes informations. Il y a des informations qui jurent avec ce qui se passe sur le terrain, qui sont à l'opposé. C'est ça le problème. Et voilà, c'est ça qui a amené le Cameroun là où il est aujourd'hui. On découvre donc, Patrick Asiga, que le RDPC partait à cette élection-là à totalement émietté. On a l'impression qu'il y a une désorganisation totale. Il fallait être biaïste pour voter Biya, mais la machine même du RDPC était déjà grippée. Bien sûr.
Dans un plateau, j'ai eu à faire remarquer quelque chose. Si vous vous souvenez, avant que la candidature du président Biya ne soit déposée au Conseil, ne soit même d'ailleurs présentée, il y avait des remous au sein du RDPC. Des gens qui étaient indécis, qui ne savaient pas est-ce qu'il sera encore candidat, est-ce qu'il ne le sera plus, ainsi de suite. Donc, au sein même du RDPC, des hauts cadres même du RDPC envisageaient déjà le plan B, le plan C et autres. Ce qui fait que l'annonce de sa candidature est arrivée comme un couperet. Et ils se sont retrouvés coincés, ne pouvant plus dévoiler leur vrai visage. Ils étaient obligés de faire de la sous-marine. Et automatiquement, en étant hypocrites dans ce jeu politique, ils sont restés comme tels. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai aimé lorsque Joseph a dit tout à l'heure, quand il parlait du fait que le président Biya s'est entouré d'un certain nombre d'élites qui bénéficient des strapontins de la République. Et du coup, le fonctionnement du RDPC a toujours été tel que ce sont eux qui financent. C'est-à-dire que ça provient, les avoirs proviennent du haut et descendent vers la base. À partir de cet instant, la base s'est habituée à toujours recevoir les gadgets comme on parlait tout à l'heure, et parce qu'il y a toujours un groupuscule qui finance, qui donne 10 millions, qui d'autres donnent ceci, ainsi de suite. Il y a même eu un problème qui s'est toujours posé. Où est-ce qu'eux, ils prennent cet argent? Est-ce que ce n'est pas l'argent du contribuable qu'ils utilisent en même temps pour pouvoir financer leur propre campagne? Et cette année, on s'est rendu compte que les gars ils ont fini de décaisser ces argents. Ils ont même acheté ce matériel, mais ils ont confisqué. À un moment donné, j'ai pensé que est-ce qu'ils ont confisqué cela pour attendre les élections municipales et législatives qui les concernent eux-mêmes et faire du mal à cette élection présidentielle qui concerne plutôt leurs champions? Parce que je n'ai pas compris. Comme il le disait, jusqu'aujourd'hui, certains détiennent encore les anciens pagnes de 92 qui sont en train de moisir dans les domiciles. Vous avez certainement remarqué qu'ils ont sorti un nouveau pagne. Il y avait, quand vous regardez les effigies, il y avait un nouveau pagne qui était dehors. Combien de gens ont arboré ce nouveau pagne? Ce n'était que des familles. Des familles et dit, il y avait un nouveau pagne, ce qui était différent des autres. Responsables. Oui, rien que des hauts responsables qui arboraient ce nouveau pagne. Donc je ne sais même pas le style de pagne qu'on a vendu à M. Joseph. Je ne sais pas. L'un des pagnes. C'est l'un des pagnes. Dans le cas des militants, le nouveau pagne. Le nouveau pagne. Vous l'avez quand même pu l'obtenir. On va aller rapidement avec M. Eyo. Pour dire que le verre est dans le fruit au sein même du RDPC. Et bien évidemment, l'attente, parce qu'on va revenir sur les crises tout à l'heure, l'attente du peuple est beaucoup plus focalisée effectivement sur ce régime inerte où tout le monde est en train de regarder les figures qui reviendront au nouveau gouvernement. Alors, bonsoir Jean-Jacques, pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, je suis d'accord avec M. Mboutou. Est-ce que vous savez que les gadgets de la présidentielle de 2018 sont encore dans les domiciles de certains hauts cadres du RDPC? Ils confisquent tout, même les simples bracelets. C'est très méchant. C'est l'une des causes de la faible mobilisation de certains militants lors du vote du 2 octobre. C'est Christian de Douala qui envoie ce message, dit que même en 2018, il y a encore certains qui détiennent ces gadgets-là. Mais est-ce que le RDPC était prêt finalement à aller à cette élection? Les militants ont voulu d'un remaniement ministériel, il n'a pas eu lieu. Les militants ont voulu d'un congrès qui ne s'est pas tenu. Certains postes ministériels sont occupés par un même membre du gouvernement. Ils sont ministres à 2 postes portefeuilles pratiquement aujourd'hui. Les mots n'ont pas été remplacés. On a l'impression qu'il y a une rupture de dialogue entre la base et le sommet. Et il fallait aller à une élection. Non, Jean-Jacques, je vais sauter sur ce que M. Mboutou a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est très pertinent. À savoir que le fait qu'à l'approche de l'élection, le RDPC, les militants étaient hésitants sur
le fait que le président va se représenter ou pas a beaucoup joué. Et ça a mené, n'est-ce pas, beaucoup de responsables à commencer, n'est-ce pas, à épiloguer sur le plan B, C ou je ne sais trop quoi. Je pense que ça a beaucoup joué. Ce qui fait que lorsque le président s'est finalement prononcé, n'est-ce pas, sur sa candidature, ça pouvait faire l'affaire des uns. Parce que ce n'est pas anodin, maître, que haute personnalité du parti, telle que René Emmanuel Sadi, parle de 50-50. De 50-50, oui, à la veine de l'élection présidentielle, voilà. Et vous avez vu que tout de suite, lorsqu'il a parlé, le professeur Famundongo est sorti pour venir avec la réplique. Pour le dédire. Pour dédire, en fait. Je pense que le RDPC n'était pas suffisamment prêt pour l'élection. Moi, c'est ce que je pense. Parce que nous avons vu dans les années antérieures, comment est-ce que le RDPC préparait les élections. Nous avons vu la campagne, comment est-ce qu'elle était animée, jusque dans les coins les plus reculés. Moi, j'étais souvent, par exemple, je fais un tour au village le week-end, ils étaient présents. Je ne pense pas cette fois-ci les avoir tellement vus, n'est-ce pas, se déployer de la sorte. Je pense qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Et puis, même au niveau de l'appareil gouvernemental, lorsque vous avez vu ces ministres qui dirigent aujourd'hui avec le président de la République, vous allez vous rendre compte que c'est comme si c'est des clans qui sont formés. C'est comme si il y a certains, même lorsque... Pas comme s'il y a des clans. Voilà, même pendant les réceptions qui se passaient à la présidence avant l'élection, lorsque le SGPR recevait, n'est-ce pas, certains groupes de personnes, on a vu quand même certains actes qui étaient significatifs. On a vu certaines personnes qui ne se saluaient pas alors qu'ils appartiennent à un même gouvernement. Et donc, je pense qu'il y a véritablement... Et puis, il y a eu des revendications. Mon frère Mboutouzé en parlait ici. Et j'ai des amis qui sont dans le parti, qui en off m'en parlent très souvent, n'est-ce pas, du fait que ces hauts placés du parti, n'est-ce pas, ne font pas exactement ce que le président demande que ce soit fait, n'est-ce pas, au niveau de la base. Ce qui fait qu'au niveau de la base, on est démobilisé, on est un peu comme découragé, on s'engage à l'emporte-pièce. Et le résultat est celui que nous avons tous constaté. D'accord, M. Belinga, sur cette lecture-là, il y a des choses qui n'ont pas été faites, la tenue d'un congrès et consorts, et puis les militants à la base, à un moment donné, se sont retrouvés dans une situation qu'ils avaient déjà décriée, des personnes ressources qui viennent d'en haut, avec les gros titres et les gros véhicules. Ça s'est manifesté encore avec la désignation des présidents de commissions communales qui sont venus marcher sur les responsables locaux des partis. Vous avez un DG, parce qu'il est DG, il devient président d'une commission communale. Là où il y a un président de section, et plus haut, il y a eu les désignations des chefs de délégation départementales ou régionales qui sont venus ajouter des étages au-dessus de la base. Donc, vous êtes militant? Justement, je suis militant du RDPC. Ce que je peux dire à propos de cette lenteur et cette vicissitude que le parti a connue, je peux franchement donner raison au problème de l'orgueil dont mon frère vient de relever la log, parce que tout cela se résume sur l'orgueil des responsables. L'orgueil, pourquoi? Parce que d'abord, les gens ne sont pas à la place qu'il faut. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Là, c'est la faute à qui? Donc, je suis en train de venir. Il faut vider rapidement pour qu'on avance. C'est ça. Parce que à ce qu'on s'agit, les gens, regardez, a quand même un président. Oui, on ne sort pas de la maison. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous mettez là. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez peut-être un député, un maire, des élus locaux qui sont chargés de mettre l'animation, l'ambiance dans le parti au niveau local. Quand déjà vous avez ces élus qui ne sont pas le choix du peuple, c'est le premier problème. Pourquoi? Parce que lors peut-être des municipales et des législatives, quand vous allez pour voter le maire que vous voulez, le député que vous voulez, on vous dit que la voix est sortie
Yaoundé a telle dit que- famille, du cabinet civil, du comité central, pour Même le faire cabinet de civil. tels, pour mettre tel à la place de celui qui mérite, donc celui dont le peuple savait qu'il devait voter. On vous apprend. Mais ça a causé beaucoup de remous, de remue-ménage. Et les gens n'étaient vraiment pas fiers. Ça fait que lorsque le chef de l'État a reporté même les municipales et les législatives en 2026, ça a créé franchement beaucoup de crainte et de colère sourdine au niveau local. Et ça n'a vraiment pas créé l'ambiance. Mais Pourtant, on a cru comprendre que c'était pour le bien du RDPC. Du RDPC. Ou alors pour du président. Et quand pour déjà peut-être les- essayer les élus d'éliminer certains et les candidats. cadres savent qu'ils sont là à vie parce qu'ils ne s'inquiètent de rien, ils sont inamovibles. Ça fragilise le militant qui a vraiment, puisque vous allez voir, vous les voyez peut-être lors des campagnes, vous attendez encore les voir quand on va célébrer peut-être le 6 novembre. Vous attendez encore comme ça peut-être Le dans 24 5 mars, ils vont ans. apparaître. Vous allez à la consultation du d'accord. peuple quand On est en train de lire justement un malaise à l'intérieur du parti, mais le syndicaliste est formel là-dessus. Il y a certes ce malaise à l'intérieur du parti, mais il y a également un échec des politiques publiques. Mais c'est évident. Il y a un échec. Au Cameroun, les politiques publiques ont été abandonnées au profit des affaires périphériques. Comment vous pouvez comprendre que la dette du Cameroun à l'étranger est de 12 000 milliards de francs CFA? 12 000 milliards de francs CFA de dette du Cameroun à l'étranger. Et notre pays fait malheureusement On dit partie- que c'est soutenable, on n'est pas encore, on n'a pas encore franchi le seuil. Soutenable ou pas Ouais. Il est évident que c'est assez lourd. Vous voyez, on pouvait faire mieux. Et notre pays fait partie, n'est-ce pas, des 10 pays les plus endettés d'Afrique, avec 1,13 milliard de dollars auprès du Fonds monétaire international. Ça, c'est des réalités qui sont tristes, qui font venir les larmes aux yeux. Donc, il suffisait, et je voudrais ici revenir, n'est-ce pas, sur le rapport qui a été remis au président de la République il y a, je crois, 2-3 ans par la Chambre des comptes. Rapport qui épinglait certains hauts dignitaires de la République pour détournement des fonds publics. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu, n'est-ce pas, une suite à ce rapport-là. D'accord. Vous voyez, voilà autant de choses qui plombent ce pays. À tous les Parce que niveaux. dans tous les cas, il D'accord. faut que c'est lui qui autorise pour que... Naturellement, Mais c'est ce bien qu'on va sûr, dire. Alors, bien sûr. bonsoir, monsieur Zé. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec M. Boutou lorsqu'il parle de l'immobilisme. Cet immobilisme est même criminel. D'accord, on va prendre une petite respiration et puis on revient pour la suite et notre thématique centrale. Voilà le... Alors, quelques messages. Bonsoir, monsieur Zé, et bonsoir, votre panel. Il y a des noms dans le gouvernement que même nous, militants du RDPC, ne voulons plus voir. D'ailleurs, il a cité quelques noms, je ne vais pas vous aider à les citer, On cite. mais on fera un hit parade de ces noms qui apparaissent beaucoup dans le cadre de cette vision. Et beaucoup d'autres législatives ne seront pas faciles au RDPC et risquent d'être minoritaires au Parlement. C'est Célestin depuis Yaoundé qui a envoyé 2 noms de membres du gouvernement qui ne devraient plus figurer dans le prochain gouvernement. Alors, celui-ci a envoyé une photo d'un membre du gouvernement en écrivant Wanted dessus. Je ne vais pas vous montrer la photo de ce membre du gouvernement. La paix est bien. Bonsoir à vous. Et sur le plateau, pour une fois, je suis d'accord sur certains points avec le communicant du RDPC. Le président est mal entouré et mal informé. Je ne pense pas qu'un être humain aussi criminel que ce soit avec des responsables et qui ne manque de rien peut rester insensible face à la souffrance de son peuple. Un père qui autrefois était reconnu comme un mendiant de la paix. Junior depuis Kribi, qui est d'accord avec cette approche de l'entourage, même si sur le plateau, on ne l'accepte pas à 100%. Bonsoir, je suis Achille Noah depuis Yaoundé. J'ai du mal à croire que c'est M. Moutou qui parle. En tout cas, c'est un signe de temps. C'est normal que les caciques du parti soient co-orgueilleux. La troupe est à l'image du chef. Que voulez-vous d'autre si ce n'est ce genre d'attitude de mépris et d'égoïsme, un parti d'état-major où les personnes élues à la base ne sont pas considérées. Il n'y a pas de congrès depuis 14 ans. Comment ne pas voir ce genre de
dérive. Monsieur Boutou, il faut le rassurer, vous restez militant quand même. Si le RDPC va avec ce gouvernement à l'élection législative et municipale, l'opposition va prendre toutes les mairies du Fundi. Il dit que alerte est donnée. Si vous allez avec ce gouvernement-là, vous allez perdre toutes les mairies du Fundi. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème actuel du RDPC, c'est la guerre des clans. Il suffit de voir lors du renouvellement des organes de base, ce sont les élites qui imposent qui doit être tel ou tel. Chacun veut positionner sa personne. C'est Raoul depuis Douala qui envoie cet autre message, qui fait toujours l'autopsie du RDPC. Bonsoir à vous pour le plateau. Moi, le président doit passer la main à un jeune, même de 60 ans, qui va renouveler le gouvernement, car il ne contrôle plus. Mais je le félicite parce qu'il nous laisse un pays non exploitable par les puissances étrangères pour calmer les tensions. Il doit passer la main. Moi, je le supplie dans ce sens-là, car bravo à Biya, mais il doit passer la main. Un jeune qui va renouveler les choses et aspirer au bonheur. C'est votre message, monsieur, vous n'avez pas signé malheureusement. Bonsoir. Les hauts cadres et ministres du RDPC ne font pas ce que le président de la République leur demande. Quand il se recompte, quand il se rend compte, il fait quoi? Quelles mesures pour cela? Nous sommes fatigués. C'est lui-même la cause. C'est H. Prince qui pense que vraiment il ne faut pas chercher trop loin. Le plateau, bonsoir. L'orgueil des dirigeants du RDPC a été visible. Le président Biya doit chasser tout ce monde et prendre les jeunes. Je vous rappelle que je suis en train de recenser les noms des ministres que vous donnez. On fera un classement pour éviter le plagiat avec la patrie reconnaissante qui est inscrit en lettres d'or au forum du Panthéon français à Paris, à Beau, voilà, qui vous dit qu'il y a déjà au Panthéon la patrie reconnaissante côté la lettre d'or. Au Panthéon, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante. Vous dites Paul Biya, la patrie reconnaissante. Voilà. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Il est clair que le président n'est plus dans le cœur de la population. Les chiffres parlent beaucoup. Les élites du Sud se moquent de la jeunesse. Il n'y a pas de travail dans le société de jeunesse. La jeunesse se meurt de ce côté. C'est Mvondo depuis Sangbelima qui dit qu'il n'y a pas de travail là-bas dans le Sud et que la jeunesse se meurt là-bas. C'est les paradoxes du pays organisateur que vous dites là. Cette semaine, il faut la coûter cher. Envie perdue, confiance brisée, économie sinistrée, mais une offre en un sursis législative anticipée de février 2026. Bon, c'est plus anticipé, ça avait été prorogé pour se tenir là-bas. Comme soupape, pour lui, cette élection reste comme soupape. Si Biya opte pour un gouvernement d'ouverture, l'apaisement est possible. Sinon, risque d'embrasement avec la crise et les autres crises que nous connaissons. Il y a des gens qui disent que tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays. Un cri de désespoir qui appelle à l'action. Le Cameroun n'a plus le luxe des leçons apprises trop tard. La paix se construit et il est urgent de construire cette paix-là. Bonsoir Jean-Jacques. Les pagnes ne portaient pas l'insigne du parti. Je crois que c'est une tradition. À l'élection présidentielle, les pagnes du candidat n'ont pas l'insigne du parti. Juste la photo du président. C'est dire, même le parti, que sans le parti, le président Biya devait toujours gagner. Bonsoir Info TV, Jean-Jacques, tout en saluant le plateau. Je suis en partie d'accord avec le représentant du RDPC, sauf dans ses prémonitions avant l'élection présidentielle. Il disait que le RDPC avait un matelas électoral constitué de 5 millions d'électeurs, reposant sur un socle d'adhérents de près de 10 millions, avec un quota d'adhérents sans majorité électorale. Tachoum depuis le Gabon, mais qui constate que ces 5 millions, ces 6 millions, ces 10 millions n'ont servi pratiquement à rien. Bonsoir le plateau, une information, la seule, pas de l'investiture dans le parti RDPC, remontrer l'information à M. Kouete. Trop, c'est trop. Ici à Meyome Sala et dans tout le sud, très grave. Michel depuis Meyome Sala. On écrit beaucoup de Meyome Sala ces jours-ci. Quelqu'un nous a d'abord écrit que tous les conseillers municipaux de Meyome Sala résident à l'extérieur. Ils ne sont même pas. Bien évidemment. Ils ne sont pas à Meyome Sala. Des fois, vous arrivez même à la mairie, le service, vous manquez de service parce que les conseillers, les élus ne sont pas là. Les élus ne travaillent pas à la mairie. Ce sont des hommes d'affaires le plus souvent. Les élus, les conseillers ne doivent pas, ils ne sont pas des travailleurs municipaux. Si les conseillers voient, excusez là, si les conseillers voient les élus, bon, peut-être l'organe exécutif
se comporter d'une certaine manière. La manière là va leur permettre aussi d'adopter leur comportement, le style de comportement. Vous savez, Jean-Jacques, Bien évidemment. à la mairie de Moyomosala, comme dans toutes les mairies du Cameroun, c'est comme si ils n'ont pas le souci du développement local. Ils attendent les délégations de crédit qui vont venir en termes de marché. Et la deuxième chose qu'ils font, ce sont les actes de naissance et les actes de mariage. Aucune réflexion, aucune prospective de comment développer la localité. Ils ne sont pas dans le développement local. Hein. Ils sont dans des fonctions usuelles de passation de marché et d'établissement des actes de naissance et des actes de mariage. Voilà nos mairies. Pourtant, avec la décentralisation, c'était qu'on change de paradigme, que le développement devait partir du bas vers le haut. Alors, nous, on attend toujours dans nos mairies que le Nindevel ou bien le ministère de l'économie, ils envoient la ligne 94, un peu la ligne 65. Voilà, comme qu'ils envoient des marchés. Et puis quand ces marchés sont passés, il n'y a plus d'activité à la mairie, plus rien. Oui. Voilà. Donc, à Moyomosala, je ne sais pas si on peut nous montrer une seule réalisation qui est du fait des efforts que la mairie produit elle-même pour créer la ressource, afin de faire une seule réalisation. Tout ce qui a été réalisé vient des délégations du crédit qui viennent du gouvernement central. D'accord. Voilà la réalité. Et c'est que de Moyomosala et de toutes les autres mairies du Sud et même du Cameroun. Bon, pas de la mairie du Cameroun, il y a quand même des mairies de production aujourd'hui où les maires ont initié des projets, des programmes. Là-bas, chez vous à l'est. D'accord. Très rapidement, Leba Kouma, en quelques minutes, pour nous parler de plantes de vie. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Des personnes là qui ont des problèmes de rhumatisme, des personnes qui ont des problèmes de nerfs sciatiques avec nos coproduits appelés Rhumatox. Beaucoup de personnes là qui ont atteint l'âge de 40, 45 ans, 60 ans, 90 ans par là, elles sont victimes dans des douleurs articulaires, elles sont victimes même du fait de pouvoir se déplacer au quotidien normalement parce que les os se sont affaiblis, parce que le corps s'est affaibli. Avec dans le produit Rhumatox, c'est désormais possible de résoudre tous ces différents maux. Cher papa, cher grand-père, tu as les difficultés à te déplacer, tu as même les difficultés à te tenir debout, tu es en surpoids, chère maman, tu es en surpoids et que tes os ne supportent pas ta masse corporelle, on te demande simplement de te rendre du côté de chez Plan de Vie pour pouvoir renforcer ton cartilage, pour pouvoir renforcer tes os. Tu as le mal des genoux, tu as le mal même au niveau des chevilles, tu as le mal même au niveau des articulations, comme je viens de le dire. Tu viens du côté de chez Plan de Vie pour pouvoir avoir la solution à tes problèmes liés au rhumatisme, à l'arthrose et au nerf sciatique. Jean-Jacques, si tu me le permets, je voudrais sortir encore avec ce produit appelé Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un micro-appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est très possible. C'est très possible. Donc, il faudrait toujours qu'on soit renseigné. Parce que la plus grande erreur de l'homme, c'est son ignorance en fait. Pour que ce qu'on se cultive, qu'on se renseigne sur ce qu'on ne connaît pas, ça existe. Ce que moi je connais, je n'ai pas dit que Jean-Jacques ne connaît pas, forcément, et vice-versa. Donc nous avons donc 3 formats sur le marché. Et comme j'aime toujours le dire à nos parents et à nous-mêmes parents, d'éviter la circoncision précoce. Parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. C'est ce qui fait en sorte que l'appareil génital ne se développe pas normalement. Ce n'est pas tout enfant qu'on a circoncis étant bébé qui va avoir un petit appareil génital. Mais la majorité des personnes dont on a pratiqué la circoncision précoce sont victimes du petit appareil génital. Douala, nous sommes à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kondongo, Carrefour, Itek, à l'immeuble Baïga Center. Et Douala, nous sommes situés à 2 endroits, dans 2 quartiers différents. Nous sommes à Aquanor, Madiba, lieu-dit Madiba Hotel, et à l'enceinte de l'église Salem. Yaoundé, comme je l'ai dit, nous sommes en Kondongo, Carrefour et peut-être immeuble Baïga face à la maison du parti. Les contacts sont affichés au bas du petit écran pour pouvoir bénéficier des différents traitements que nous mettons à votre disposition. Et sans oublier que le produit King Tapé est disponible pour ces messieurs qui ont un problème de troubles érectiles.
Le King Tapé Le Tapé. King Tapé Tapé. Merci les Makouma. Merci Vos bien. questions là c'est en off. Hein. Vous savez combien, comment c'est en off. Et il vient même ceux ça. qui veulent la Non, dégustation. Il vient même ça donner des échantillons. Non, tout cela, je viens avec ce que j'étais plus quelque part. dégustation, c'est en off. Ah, d'accord. Je vais toujours des échantillons. Mais Pour faire Vous déguster. dit qu'on n'avait pas les échanges. Notez que Bon, Ça viendra. vous devez. non, ça va toujours venir. En Et ça vient toujours. dégustation, je vais adresser les noms. Joseph Merci. Preneur, Michel Merci, Preneur. Jean-Jacques. Non. C'est rien que ça. C'est rien. Jean-Jacques, je suis preneur. Nous, on connaît ça. Non, Yves, tu n'en veux pas. On connaît ça. Patrick est preneur. Oui, je suis preneur. Ah, comment ne pas? Qui suis Maître preneur. Je peux essayer aussi. D'accord, merci beaucoup de nous présenter ces différents produits-là. Bonsoir le plateau, il faudrait que le président relève tous les ministres qui ont plus de 15 ans en fonction. Surtout, je crois que je vais voir avec l'administration pour organiser une mission interactive. Hein. Vous appellerez au téléphone et puis vous allez prononcer vous-même le nom que vous êtes en train de prononcer là. Hein. On va le faire, on va faire une soirée interactive au téléphone. Vous pourrez vous exprimer et faire vos choix des gens qui doivent sortir ou entrer dans le gouvernement si on vous donne la possibilité de conseiller le président. Bonsoir la team du Grand Soir. J'ai une préoccupation. Pourquoi ne pas créer le poste de vice-président? Cela nous évitera de douter les hautes instructions. Le président du Sénat est où? Point d'interrogation. Le président a toujours été aimé par les Camerounais, mais les ministres comme... Ah, ça commence... Oui, les noms là. Voilà. Il y a des ministres qui sont vomis par les populations. On oublie que le dernier mandat du président s'est terminé par procuration. Et voilà encore un mandat de plus. C'est vraiment triste avec tout le désordre qui se passe au sein de son entourage. Landro Haro depuis Douala. Alors on vit depuis lundi pratiquement des tensions post-électorales. Presque toutes les villes du Cameroun connaissent d'une manière ou d'une autre, les grandes villes en tout cas, ces secousses. On ne vous demandera pas de revenir sur ce qui est officiel, qui ne va pas changer les résultats de cette élection présidentielle-là, mais quelles peuvent être les leçons qu'on peut déjà tirer après une semaine pratiquement folle, maître? Alors, Jean-Jacques, je pense que nous sommes, comme vous l'avez relayé tout à l'heure, dans une période très délicate avec tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Nous avons vu des gens qui sont sortis pour revendiquer. Nous avons suivi, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux, des informations venant ça et là. Mais permettez-moi, Jean-Jacques, de relever quelque chose que j'ai observé durant le processus électoral. Parce que, voyez-vous, notre État doit ou devrait être appelé un État de droit. Et l'État de droit veut qu'on puisse respecter la loi. Et je pense que si on veut à l'avenir discipliner les acteurs du processus électoral, si on veut qu'on puisse respecter la loi, il faut à un moment qu'on puisse, n'est-ce pas, ne serait-ce que sanctionner un tout petit peu. Si vous regardez l'article 122, je crois, et suivant du code pénal, vous allez vous rendre compte que la fraude électorale, avec toutes ses composantes, est sanctionnée, n'est-ce pas, par le législateur. Oui. Mais nous avons vécu, n'est-ce pas, surtout dans les réseaux sociaux, on en parlait ici dernièrement, c'est un peu avec, si on ajoute la loi de 2010 sur la cybercriminalité, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans les réseaux sociaux. Et j'ai eu l'impression que ça a aussi contribué, n'est-ce pas, à rendre l'atmosphère lourde, comme le dit mon copaliniste. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse être suffisamment responsable. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse être à même de construire, de participer du bon côté à la construction, n'est-ce pas, de la démocratie et même du processus électoral dans notre pays. Maintenant, revenons sur tout ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. J'ai eu, je vais le dire tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu comme impression que le peuple, il y a un malaise. J'ai l'impression que le peuple, il y a comme un mécontentement. Vous avez certainement vu Jean-Jacques comme moi, parmi ceux qui revendiquaient. J'aimerais dire que la revendication est normale. Elle est normale, mais sauf que elle est même encadrée. Oui, elle est même encadrée, mais sauf qu'il faudrait, n'est-ce pas, faire des revendications, n'est-ce pas, dans le cadre qui est celui qui a été prévu.
Nous avons vu par exemple l'image qui circule ces derniers temps, un jeune homme qui porte 3 bouteilles de gaz. On a vu de l'autre, voilà, on a vu de l'autre côté des gens qui portaient des cartons de poissons. Alors, depuis d'abord, j'ai pensé que c'était peut-être permettez-moi l'expression des malfrats entre guillemets, mais à lire de près, je me suis dit, est-ce que le peuple à travers ça n'est pas en train d'exprimer ce qu'il est vraiment? Est-ce que ce n'est pas un manque? Est-ce que ce n'est pas l'expression du fait de la construction morale? De la construction morale. Est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple-là manque de quoi manger? Est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple-là n'a pas d'emploi décent? Est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple-là manque d'eau et d'électricité que les gens sont laissés, n'est-ce pas, comme ça, surtout les jeunes? Parce que la plupart, n'est-ce pas, des gens qu'on a vus sont des jeunes. Je pense pour ma part qu'il est temps... Mais là, c'est sans s'arrêter sur la structure de ces jeunes. Parce que lorsque vous voyez quand même ceux qui sont arrêtés, l'identité peut également relativiser ces lectures-là. Il y a beaucoup de ressortissants des pays étrangers. Il y en a qui ont un niveau également d'éducation assez faible parmi ceux qu'on a arrêtés. Oui, Jean-Jacques, mais le problème, c'est qu'il faut voir, si on classe au niveau de la société, vous allez certainement vous rendre compte que cette classe sociale-là est peut-être celle qui a plus de personnes, elle est peut-être la plus nombreuse. Ça il faut le savoir. Et vous êtes sans ignorer que au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun est le pays, nous vantons souvent de l'hospitalité. C'est un réservoir. Voilà, un réservoir. Comme vous le dites, il y a des gens qui viennent de tous les côtés. Même lorsqu'on a souvent des problèmes, n'est-ce pas, de déplacement au niveau de la sous-région, difficilement on a ce genre de problème au Cameroun parce que quand même chez nous, nos voisins, ils se sentent à l'aise, ils entrent comme ils peuvent repartir comme ils peuvent. Donc vous dites que ça n'annule pas la faute pénale, le vol, les casses et autres, mais il faut interroger plus loin ce qui peut être à l'origine de ces réactions qui ne sont pas toujours, peut-être seulement, la famine au sens premier. Oui, c'est ce que je dis en fait, parce que la faute pénale, lorsqu'elle est commise, elle est commise. Et le ministère public peut mettre en branle l'action publique. Je le dis autant pour les acteurs du processus électoral, parce qu'on a vu carrément des lieutenants certains qui publiaient des résultats, d'autres qui donnaient qui disaient des choses, c'est-à-dire avant même que le conseil, n'est-ce pas, se prononce. On a vu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et on s'est même rendu compte que certaines de ces choses, de ces informations, de ce qui était dit, n'étaient pas vraies. Et là, c'est une infraction. Et je pense même qu'à un certain moment, il va falloir que... Bon, je me suis demandé pourquoi le ministère public, pourquoi le procureur de la République ne s'est pas saisi, par exemple, de ces cas-là, pour que à l'avenir, cela ne puisse plus se répéter. Et moi, je pense aussi, Jean-Jacques, et c'est peut-être par là que je vais sortir, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions toiletter, n'est-ce pas, notre loi électorale. Il est temps que nous puissions attirer un maximum de consensus autour, n'est-ce pas, des institutions qui interviennent dans le processus électoral. Parce que je vois aujourd'hui mal les acteurs du processus faire confiance davantage, n'est-ce pas, à l'ECAM, au Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais moi, le problème, pour moi, c'est au niveau de la loi. Et chaque fois, on en a parlé ici, il faut qu'on revoie la loi et qu'on puisse faire qu'il y ait sur pied un processus électoral qui ne sera peut-être pas parfait, mais qui peut être, n'est-ce pas, qui peut approcher la perfection et attirer le consensus de plusieurs. Oui, M. Chougène, quelles leçons peut-on tirer au regard de tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on a vécu cette semaine? Il y a beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons à tirer après, n'est-ce pas, les élections du 12 octobre dernier. Je voudrais commencer par, n'est-ce pas, parler de nos institutions électorales, à savoir l'ECAM et le Conseil constitutionnel, qui doivent être totalement indépendants. Et pour les rendre indépendants, il faut, n'est-ce pas, associer dans leur sein les membres influents de l'opposition camerounaise. Il faut dire que l'ECAM ou le CC, aujourd'hui, n'est constitué que des membres du RDPC qui, en guillemets, auraient démissionné. Vous voyez? Les anciens membres du RDPC. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qui fausse le jeu. Ça fausse complètement le jeu. Bon, deuxièmement, il faut éduquer les populations que marcher pacifiquement est un droit, alors que casser est un acte criminel. Très important.
Et il faut éviter de publier les résultats des élections tardivement, comme c'est le cas au Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on publie les résultats tardivement. Des rares pays au monde. Ça C'est suscite dommage. toutes les suspicions. C'est dommage. On peut imaginer. Et ça revient encore à l'immobilisme, comme mon frère M. Boutouze parlait tout à l'heure. Entre autres, il faut également donner un statut à l'opposition camerounaise. C'est important. Ça va se bagarrer là-bas. C'est important. Il faut que l'opposition ait un statut. Ça va se bagarrer. Bien. On voit ce qui se passe au Congo. Il faut créer des emplois. Parce que je voudrais dire ceci. Il faut créer sans en détruire. Parce que toutes ces semaines, les emplois nombreux ont été détruits aussi. Qu'est-ce qui a donc causé cette destruction? Tout à l'heure, vous avez dit... Parce que vous en voulez que vous détruisez. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la famine au sens premier. Oui, la famine, n'est-ce pas, est l'élément que je considère de fondamental, qui est à l'origine de tous ces cas-là. Vous allez voir, n'est-ce pas, des gens là dehors dont le confort intellectuel est même au-dessus d'une autre ici sur le plateau, hein, mais qui font la moto, qui vendent les oranges là en bordure de route, que ce soit à Bafsam, à Yaoundé, à Garoua, à Iborova, partout. Ils sont nombreux comme ça. Pourquoi? Manque d'emploi. J'aime souvent citer, n'est-ce pas, cet auteur qui a dit « Rendez les hommes heureux, ils deviendront meilleurs. Donnez-leur les biens matériels, ils acquerront les biens moraux. » Très important. Vous voyez? Donc, il faut créer des emplois en commençant par ressusciter ceux qui ont été fermés du fait de la corruption. J'ai cité tout à l'heure l'ONCPB, par exemple. J'ai cité, n'est-ce pas, la Sophie Bell. J'ai cité, n'est-ce pas, le Crédit Agricole, ainsi de suite. Il y en a beaucoup qu'il faut ressusciter. Et il faut maintenant, n'est-ce pas, regardez par exemple, savez-vous qu'avec les 75 milliards gaspillés dans l'achat des ordinateurs aux étudiants, il y a Parce que c'est gaspillé. C'est gaspillé, monsieur Jean-Sarcy. Gaspillé. Je vais vous dire une chose. Dites-moi, pourquoi est-ce que c'est gaspillé si on donne les ordinateurs aux gens? Je m'explique. Oui, expliquez-vous. Si vous prenez 100 étudiants aujourd'hui, à qui on a remis ces ordinateurs-là, il y a autour de 5 dont les ordinateurs sont encore fonctionnels. Il y a autour de 5 sur 100 étudiants. Mais il y en a qui ont vendu le même jour. Vous comprenez? Donc, comme pour dire que ces 75 milliards auraient été plus utiles, n'est-ce pas, dans la création des emplois, que ces ordinateurs-là que moi je considère comme étant, n'est-ce pas, du maquillage. Vous voyez? Donc, il faut, je vais là également vous parler, n'est-ce pas, des 750 tracteurs abandonnés dans les broussailles des Boulevard lors du comice patronal de 2011. Il n'y en a plus. Vous voyez? Il n'y en a plus. Oui! Ça, c'est le gaspillage. Il faut actualiser Ça, c'est le les informations gaspillage. aussi. Il faut aussi actualiser les informations. Voilà, n'est-ce pas, D'accord. les causes, Jean Jarzy, n'est-ce Oui. pas, qui amènent les Camerounais dans les casses parce qu'ils ont faim. Non, on comprend. Parce qu'ils ont Ce sont fait. les causes qui amènent les Camerounais à mal voter. Ou à voter contre, mais pas casser. Entre autres. Voilà. Entre autres. À être mécontent de Entre toi, autres. mais pas casser. J'ai bien Rien ne dit, justifie j'ai qu'on bien casse. dit, je répète, éduquons les Camerounais que marcher pacifiquement est un droit. Mais casser, c'est un acte criminel. Oui. C'est une infraction. Oui, c'est ça. J'insiste là-dessus. J'insiste. Et comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il faut retoucher, mais monsieur l'avocat l'a dit, il faut retoucher, il faut toiletter, Ah, il ouais, faut électoral. nettoyer le code électoral nettoyer. pour le rendre constant. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est une condition sine qua non. D'accord. Oui. On avance avec Patrick Assiga sur cette question des tensions post-électorales. Leçon de ce que nous vivons depuis une semaine. Oui, Jean Jarzeux, la leçon pour moi à retenir est tout simplement que cette crise n'est pas une crise de revendication électorale. C'est une crise sociale qui exprime ici le mal-être des Camerounais. Il se trouve tout simplement que ces Camerounais se retrouvent manipulés par les hommes politiques, que ce soit ceux du régime en place ou alors ceux de l'opposition. Et l'occasion faisant le larron, ces derniers en profitent pour exprimer effectivement leur ras-le-bol. Ça vous permet de revenir un peu sur... Moi, je voulais qu'on s'arrête un peu sur la crise sociale que vous êtes Oui. en train de définir. Mais les crises sociales, généralement, elles sont spontanées. Justement, Mais lorsque nous regardons tout ce qui est... Il y a des gens qui avaient des sacs d'argent pour distribuer. Il y a des mécanismes sur les réseaux sociaux qui étaient prévus. Il y a des relais qui étaient déjà mis en place. À partir de ce moment, ce n'est plus comme en 2008 où ça peut être une crise spontanée. Justement, j'étais en train de prendre cet exemple avec 2008, de tout ce qui s'est passé en 2008. Quand vous avez vu la manière dont ça s'est conduit en 2008, c'est quand on prend l'élément de la crise sur les actes posés sur le terrain, on assimile cela à la crise sociale. Mais maintenant, comme j'ai parlé tout à l'heure, des hommes politiques qui en réalité ont présenté l'idée de changement à ces derniers et chacun a voulu profiter de cet instant électoral pour pouvoir exprimer
son mécontentement, on se retrouve donc avec les cas que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, si le régime en place ne tire pas les leçons de cette crise, ça sera toujours une crise qui va passer le temps à bouillonner sous les feux et sous les feux de la... Et ces leçons-là sont lesquelles pour qu'on soit Ces leçons-là sont, premièrement, comprendre que le peuple veut le changement. Nous parlions tout à l'heure lors de la première thématique qu'il faut commencer premièrement par... Il y a des figures au sein du gouvernement que le peuple n'en a plus besoin. Ce n'est donc pas un changement de système, de régime, mais des remplacements de personnes. Quand je parle, parce que là, on va parler d'alternance. Or, en réalité, c'est de l'alternative que les gens en ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle, quand je dis les quelques résolutions pour qu'on en arrive, c'est commencer d'abord par toiletter, puisqu'à l'heure actuelle, on a acté le régime en place. Donc, il n'y a plus rien à faire. La messe est dite. Maintenant que la messe est dite, qu'est-ce qu'on fait? On va où maintenant? C'est la raison pour laquelle il faut donc essayer de répondre aux besoins, aux aspirations du peuple camerounais en toilettant d'abord les membres du gouvernement. Et maintenant, parce qu'il y a eu vraiment une impunité à nul autre pareil depuis un certain temps, par rapport aux événements qui se sont passés au Cameroun. Beaucoup de gens attendent que l'opération Épervier reprenne vie. Que Épervier se réveille. Nous l'attendons vivement. Vraiment, beaucoup de gens attendent ça. Il y a eu des crimes, il y a eu des crimes fiscaux. Vous êtes les premiers à dire encore que non, il s'agit là des arrestations politiques. Des règlements de compte. Règlements de compte. À un moment donné, Jean-Jacques Zeu, oui. Il y a eu des crimes financiers dans ce pays où pour les uns les autres en ont marre. Et à côté de ça, il y a l'arrogance de ces derniers. Vous ne pouvez pas voler l'argent des Camerounais et en même temps vous êtes arrogant sur leur propre argent. Et vous remarquez très bien donc, quand ces derniers descendent donc dans la rue, vous avez l'impression qu'ils en ont après certaines figures. Ils veulent en découdre à tous les prix. Sauf que, comme le disait Maître tout à l'heure, les infractions qui ont été commises sur le champ de la marche, ce sont des infractions qui sont réprimandées par la loi. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter aussi les forces de défense et les forces de maintien de l'ordre du Cameroun qui jouissent d'un professionnalisme à nul autre pareil. Parce que au regard de ce qui s'est passé lors de cette tension, je vous assure que on aurait assisté à des émeutes un peu plus que le peu de morts que nous avons aujourd'hui. Mais ces derniers sont restés. Vous ne pouvez pas être attaqué. Les civils attaquent carrément les hommes en tenue comme s'ils étaient leurs ennemis. Et c'est pourquoi j'ai aimé les discours des officiers supérieurs de l'armée dans certains coins, comme à Bouddha par exemple, ou encore à Garoua-Boulaye, où ces derniers leur expliquaient que nous sommes là pour vous. Et c'est cette éducation qui manque à beaucoup qui sont à la tête. Beaucoup ne savent pas que quand ils voient un homme en tenue, il est là pour le protéger, mais ils le prennent plutôt comme un ennemi. Il faut éduquer les populations dans ce sens-là. Et quand je vais chuter avec ce régime, donc pour dire que si la jeunesse, s'il y avait une politique de gestion des jeunes au Cameroun, je vous assure que le travail éloignant de nous, trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin, ces enfants ne se retrouveraient pas en train d'être intéressés par 5 000 pour descendre dans la rue, 15 000 pour descendre dans la rue, comme ça en avait été le cas. Et c'est d'ailleurs, regardez très bien, le président de la République a créé tout un ministère, le ministère de la Jeunesse et l'éducation civique, a alloué à ce ministère tout un grand programme triennal jeune, à coût de milliards. On est passé du programme triennal, on se retrouve aujourd'hui au programme quinquennal ou alors septennal, je ne sais plus trop aujourd'hui. Et ces derniers ne peuvent pas vous monter le bilan.
de ceux à qui ils ont octroyé. Mais ils l'ont fait quand même. J'ai dit de ceux à qui ils ont octroyé. Il y a eu des communications autour de ça qu'on relativise. Peut-être que le taux de satisfaction est faible, mais il y a quand même eu des communications qui ont été faites sur ce qui a été fait, vers qui ça a été envoyé. Encore que il faut également appeler à l'honnêteté de certains d'entre nous. Justement. Et pour dire donc que lorsque vous mettez donc sur pied un projet comme celui-là et qu'il n'y a pas un système de suivi-évaluation, automatiquement ce système d'honnêteté dont vous parlez aujourd'hui ne saurait habiter le Camerounais. Étant donné que ceux-là même qui octroient ces projets ne font pas preuve de beaucoup d'honnêteté. On se retrouve donc dans cette situation-là. C'est pourquoi les leçons à retenir ici, ça regarde effectivement le monsieur Biya qui a nouvellement été élu, qu'après son investiture, la semaine prochaine, je crois bien, qu'il prenne des actes forts concernant son gouvernement. C'est là où le peuple l'attend effectivement. D'accord, bonsoir, monsieur le maire de Massokson Loulou, monsieur le maire Batoum. Nous le disons depuis, c'est lui qui écrit, la seule et unique solution pour prévenir le péril post-électoral est la révision consensuelle du code électoral. On ne dira jamais assez. Tant qu'on ne s'asseyera pas ensemble et définir les règles de jeu admises, ce sera peine perdue. L'impératif d'un bulletin de vote unique et d'une élection présidentielle à 2 tours, par exemple, créer un organe électoral paritaire où toutes les parties peuvent être représentées. À Massokson Loulou, le RDPC a gagné grâce, dit-il, à l'achat des consciences où il fallait, comme le disait tout à l'heure, échanger le bulletin de Cabral Libi contre un billet de banque de 5 ou de 10 000 francs. C'est des faits vécus personnellement et décriés avec Elekam qui aurait été complice. Hélas, merci monsieur le maire de Massokson Loulou de manifester votre contribution parce qu'on est en train d'analyser justement les leçons de cette affaire et comment on peut faire pour sortir de cette situation. Joseph, leçon de cette semaine folle. Oui, Jean-Jacques, je voudrais d'abord que vous compreniez que ce que nous voyons depuis quelques jours là, ce n'est que l'autre côté de l'iceberg. Parce que ce que nous vivons a commencé depuis même après les indépendances. On a commencé par le mot d'intégration sociale. Le mot d'intégration sociale s'est fait par la fonction publique. C'est-à-dire qu'on devenait quelqu'un d'utile, d'important, de respecter dans la société lorsqu'on avait un concours administratif, lorsqu'on était un fonctionnaire. Et ça s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui. Ça fait en sorte que on le ressent partout, même au sein du parti. C'est-à-dire que moi, je suis entré à l'université en 1993, nous on a tout milité pour le RDPC. Et puis du jour au lendemain, nous les vieux militants depuis, on voit des gens qui rentrent dans des grandes écoles et un jour, dès que celui-là est nommé sous-directeur, lorsqu'on crée une commission, il vient vous chapeauter. Vous ne savez même pas d'où ils sont. Lorsque vous regardez les fameuses commissions du RDPC, c'est un ramassis de fonctionnaires, ils sont remplis là-dedans, qui ne sont pas des hommes politiques, qui ne viennent même pas à la base, et même quand ils vont même dans leur village, ils ne reçoivent pas ces populations qui sont constituées le vote du parti, parce que ce sont ces pauvres-là que vous méprisez, sur lesquels vous marchez, c'est eux le moment venu qui viennent voter pour atteindre les 53% là. Mais c'est ça la réalité. Ça a commencé depuis. Hein? Vous vous rendez compte? Vous allez dans un meeting du parti. À la fin du meeting, on dit les militants se sont partis pour venir au meeting. On appelle le président de sous-section, on leur dit bon voilà, vous allez donner ceci à vos militants. Et puis dans le micro on dit les ministres, les DG, les directeurs d'administration centrale jusqu'au rang de ceci vont aller à la résidence de tel. Et quand vous arrivez donc là-bas, on a donné 1000 francs aux militants de la base même qui vont voter le moment venu. On leur a donné 1000 francs. Mais là où donc ces ministres et ces directeurs vont donc se retrouver, là on va les recevoir. Ils vont se gaver, ils vont boire. Et à se demander, est-ce qu'ils n'en ont pas assez de manger ces poissons, ces viandes? Ce jour-là, ils ne peuvent pas laisser ces poissons et ces viandes-là
À ceux qui ne les touchent pas au quotidien, ce sont eux qui vont encore, à la fin du meeting, se gaver de ces viandes et tout ça là. Mais, vous voyez, donc ce qui fait que on est d'accord sur ce niveau de monde, oui, vraiment, je suis ancré. Des tensions aujourd'hui. Ça a été une digression, ça a été une digression utile. Ça a été une digression. C'est pour dire que à partir du moment où le mot d'intégration se fait à la fonction publique, ça fait en sorte que dans la conscience populaire et même dans l'intérieur de nos familles, on sait que tu n'es quelqu'un que quand tu es fonctionnaire. Parce que ce n'est que là que tu peux progresser sur le plan social et avoir un statut respectable. Tous les enfants veulent donc devenir des fonctionnaires. Ça fait en sorte que le moment où un jeune doit commencer une activité entrepreneuriale, il ne le fait pas. Il va espérer qu'il pourra entrer militaire, policier, il pourra entrer à l'école normale et tout ça. Et ça va prendre du temps. Et on se retrouve donc dans une masse de population jeune qui n'a pas d'emploi et qui ne sait pas que il y a des alternatives autres qui s'offrent à lui. L'auto-emploi. Hein? Moi, je suis en train j'ai terminé la rédaction d'un livre qui va sortir dans les jours à venir. Où moi, je montre un autre chemin d'intégration dans la société qui est l'intégration civique. C'est-à-dire qu'on intègre les gens que parce qu'ils apportent dans la communauté. Oh, ce n'est pas regardé ainsi. C'est-à-dire qu'on ne compte sur toi que comme quelqu'un de respectable que quand tu es sorti d'une grande école. Et ça cristallise les envies de tout le monde. Tous les parents attendent que voilà. Vous voulez dire que le système actuel a créé une sorte d'entonnoir. Voilà. Et ça fait donc il y a donc une masse la même petite sortie pour entrer et puis ça se bloque. Voilà. Je vais vous dire toutes les tensions. On veut qu'on aborde vite la question. Je vais vous prendre rapidement un exemple. Je prouve un travail à mon propre petit frère comment ça s'appelle, Express Union. À l'époque, moi, j'étais cadre à la CNPS. Parce que après moi, j'ai démissionné, je suis parti. Et il me dit, donc il y a certaines personnes qui doivent entrer à l'ENAM, vous qui devez être des cadres à la CNPS, et c'est nous qui devons aller travailler à Express Union. Vous voyez? Je lui ai dit que, mes petits frères, tu ne comprends rien. Parce que au moins en allant à Express Union, ça te permet déjà, un, de t'habituer au monde du travail. Deux, ça te permet d'avoir de l'expérience. Ça fait en sorte que tu peux quitter l'Express Union, aller travailler dans une banque, comme cadre. Bon, vous voyez, donc quand on a une jeunesse, qui raisonne comme ça là, qui croise dans les bras et qui s'agglutine dans les quartiers à ne rien faire, ça fait donc en sorte que dès qu'il y a une petite position d'argent, il se lève de façon totalement naïve et va en route faire du grabuge, du désordre. Pour 5 000 et c'est pour ça que moi, ça me fait tellement mal. Tous ces enfants qu'on a arrêtés là, et d'autres vont aller en prison aujourd'hui, alors que c'est de façon totalement inconsciente. Et puis, Jean-Jacques Pouchité, je vais vous dire que, à partir du moment où moi, et peut-être d'autres gens savaient que l'opposition pouvait avoir un total de 40%, il était clairement établi que les 40% étaient suffisamment importants pour être suffisamment nuisible. C'est-à-dire qu'il fallait donc commencer à anticiper. Pour limiter les... Parce que même si nous on a gagné à 60%, et effectivement le président Paul Biya a gagné, Issa Tchilima n'a pas gagné ces élections, il faut le dire aussi. Ça c'est clair aussi. Le président Paul Biya a gagné. C'est clair. Voilà. Mais le CC a dit. Quand on totalise dans une opposition qui avoisine 40% de voix, ou bien qui a même atteint 40% de voix, ils peuvent nuire, même les 60%, ils peuvent nuire. Donc ils ont une capacité de nuisance. Et c'est pour ça qu'il était important de savoir que il fallait gérer la situation sociale au Cameroun avant, pendant et surtout après l'élection présidentielle. D'accord. Belinga Olimi, sur la situation actuelle, quelles sont les leçons qu'on peut tirer des tensions qu'on observe? Bon, je peux énumérer 3 raisons, bien 3 éléments. Il faut d'abord un contrôle de tout ce qui intègre le territoire camerounais au niveau des frontières. Parce que ces désordres qu'on a vécu n'est pas du tout le fait des Camerounais uniquement. Peut-être 40%, je peux le dire.
Pour la petite 40% histoire, de Camerounais seulement. pour la petite histoire, mon grand frère policier m'avait fait savoir hier qu'ils ont, parmi ceux qui ont été arrêtés, Interpellé. il y avait un enfant de 15 ans mais, qui était dans Il le est même groupe. déjà âgé, il y a moins âgé que cela qu'on voit dans les rues. Il avait tout genre de stupéfiants dans ses poches. On lui demande d'où il sort. Il dit qu'il sortait de la Centrafrique. Il est entré ici comment? Par le biais de ses parents qui sont venus en tant que réfugiés. Et tout ça. Donc, quand vous avez ce genre d'entrée, d'intégration dans le pays, ces gens-là viennent avec cette mentalité de guerre. Et ils sont là comme des mercenaires. Et un mercenaire n'a pas de sentiment. D'accord. Il ne Sur connaît le pas premier, de- pour le contrôle des Oui. entrées dans notre pays, il faut dire que dans les zones frontalières, notre hospitalité a ouvert grandement les frontières et nos villages. Ils ne sont Et pas seulement là- dans les camps des réfugiés, ils sont totalement intégrés dans les communautés. Nombreux en ont même bénéficié des cartes, des cartes nationales. Et même électorales, il faut le dire. Là, ils étaient utiles. Sur ce point, Jean-Jacques, Là, ils étaient utiles. j'ai eu à rencontrer une dame qui a une carte nationale. C'était vraiment une curiosité. La carte nationale camerounaise, mais là où c'est écrit nationalité, c'est une nationalité d'un pays voisin. Je n'ai vraiment rien C'est compris. un exercice compliqué. Je n'ai rien compris. D'accord. Ce n'est Alors, pas- c'est deux ou trois points, très rapidement. on va- Il faut, pour le deuxième point, des institutions fortes et fermes. La justice doit cesser d'avoir des amis ou bien d'agir selon les humeurs des gens. Nous n'avons pas ici, c'est vrai, il y a des gens qui se sont plaints, mais qui n'avaient pas un fondement légal et légitime même sur la plainte. Non, mais Là- c'est le droit de Là- tout un citoyen de se plaindre. Pourquoi? C'est au juge de dire que tu n'as pas dire que tu as raison ou pas. Voilà, Parce que là, vous d'accord. voulez enlever aux Parce que- citoyens, vous voulez enlever aux citoyens un droit constitutionnel, un droit fondamental, Très bien. qui est reconnu à tout citoyen de saisir une juridiction pour que le juge dise sa cause est bien ou mal fondée. D'accord. Mais, par exemple, lorsque vous parlez par exemple des institutions fortes, il faut également que ces institutions soient crédibles. Parce que c'est l'un des problèmes qu'on a eu. Il faut que les institutions soient crédibles. Parce que la crédibilité d'une institution renforce, n'est-ce pas, la force de cette institution. D'accord, c'est le premier message que vous avez donné concernant ces institutions et les CAM et autres. Je crois que M. Choujef Oui. a beaucoup élaboré. Le troisième point. Oui, et c'est la force de cette institution, ou bien de ces institutions, permettra maintenant Vous êtes sur la Deux. force, les autres sont sur la Oui. crédibilité. la force. Oui, Vous moi je suis préférez sur la force. institution ou bien l'institution Pourquoi? crédible. Parce que Apporte la force. Voilà. pour C'est ça. tomber, pour chuter sur le troisième point, où le discours politique, je vais l'évoquer, il faut que ce discours soit vraiment légitime. Parce que le discours a deux facettes. S'il ne détruit pas, il construit. S'il ne construit pas, il détruit. Quand donc certains militants s'autoproclament, C'est un peu candidat, c'est tu veux un dire. problème. Ça D'accord. devient monnaie courante. En 2018, cela s'est vécu et on a vécu à peu près les mêmes troubles. Heureusement, là-bas, à ce moment-là, la Il n'y avait pas justice a il y avait moins vraiment, de casse. l'armée a empêché vraiment que les gens marchent. Aujourd'hui, les gens ont D'accord. dit, On- bon, on a peut compris plus ce que vous êtes supporter, en train on d'expliquer. va marcher. Et la là-dessus. marche a été due à quoi? Par ces faux discours. Il faut donc autant moraliser le peuple, autant moraliser les cadres politiques. Que les cadres politiques acceptent les résultats, acceptent qu'ils n'ont pas le monopole de la victoire. Pour ceux qui, à tout prix, l'exigent ou bien voudraient être dans les mailles ou bien au sérail du pouvoir. C'est clair. La crédibilité des institutions
qu'elles soient crédibles et deviennent fortes. La réforme des lois électorales, on l'a dit, qu'elles soient au moins consensuelles ou paritaires, comme quelqu'un l'a indiqué tout à l'heure. Mais la question de base, c'est de la création de l'emploi pour occuper les jeunes. Parce que l'un des indicateurs de ces manifestations, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont oisifs. Ils n'ont rien à faire. Ils sont ouverts à toutes sortes de propositions. Je suis obligé d'intervenir. En une minute, parce qu'il y a M. Je suis obligé d'intervenir. Vous continuez, vous, à parler de création d'emploi par qui? Par l'État. Ah, vous voyez? C'est un devoir. Je vous ai dit que c'est ce mode d'intégration sociale par l'État qui pose un véritable problème aujourd'hui. L'État doit accompagner ceux qui ont la capacité à créer des emplois. Parce que l'État l'État doit aménager les charges. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un programme crénage de 102 milliards. Mais allons maintenant questionner l'utilisation réelle de... On a compris ça. On va avancer. Il y a des options, je ne sais pas trop. Et puis il y a l'État à tous les niveaux. Vous savez, Jean-Jacques, moi, tout le monde qui m'a connu sait que je suis parti de la CNP. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas un autre travail, donc je ne roule pas carrosse. Mais je peux vous garantir une chose. J'ai des garçons qui ont l'âge de protester. Et la protestation est un droit. D'accord. Et je voudrais vous dire que le jour où mes enfants se retrouvent dehors pour protester, ils ne vont pas rentrer avec du poisson. Ils ne rentreront pas avec du poisson. Mais si vous voyez les enfants aller en route, et ils rentrent avec du poisson, mais c'est que le poisson est quelque chose de consubstantiel pour eux. Et on a lu, ces marcheurs-là qui sont allés voler du poisson, voler du riz, c'est des gens qui trouvent que ce poisson qu'ils ramènent est un élément essentiel dans leur suivi. D'accord. Monsieur Chougène, on est en train de sortir sur les leçons à retenir et les propositions qu'on peut faire. Je voudrais juste ajouter à ce que M. Mboutou vient de dire que selon l'Institut national de la statistique, 74,6% des jeunes sont des chômeurs. Ça, c'était en 2024. Et le Minepat dit que 10 millions... est manipulable. Le Minepat dit que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Donc, vous voulez atteindre la côte d'Aram, Jean Jarzé. La situation est assez grave pour que l'État se mêle, pour que l'État s'implique, pour que l'État joue son rôle régalien, aussi bien par rapport à lui-même que par rapport aux particuliers qui doit aider. Bon, maintenant, nous sommes dans les leçons, n'est-ce pas, post-électorales. Je voudrais, n'est-ce pas, dire ici, là, que je voudrais ajouter à ce que j'ai d'abord dit au début, qu'il faut déjà que l'État arrête avec les arrestations arbitraires qui ont cours en ce moment. Je ne veux pas seulement parler de nos collègues syndicalistes qui sont en prison pour des raisons qu'on ne connaît pas. Ça, c'est même la sorcellerie. Monsieur Roland Eteka. Quelqu'un ne peut être en prison pour une raison qu'il ne connaît pas. Depuis une semaine. Ça, c'est la sorcellerie. On peut faire une semaine en prison sans raison. Non, c'est le syndicaliste. On a fait l'appel à la non-honnêteté dans ce pays. Il faut qu'on soit aussi honnête. Peut-être que les causes sont farfelues, mais il faut bien qu'on dise pourquoi ils sont là. Oui, c'est jour, parce que jusque-là, ils n'arrivent pas à dire. Non, le problème, c'est qu'on convoquer la durée de la garde à vue. Ça, c'est la durée. Voilà. Mais je pense que les personnes qui ont été interpellées ont quand même une idée de la raison pour laquelle ils ont été interpellés. Maintenant, la juridiction, éventuellement, qui pourra le vocable qu'il utilise va essayer de dire si est très mal placé. Par dire qu'on a enlevé, au départ même le premier communiqué était qu'ils ont été enlevés pour une destination inconnue. Il faudrait que nous soyons quand même honnêtes envers les institutions qui nous gouvernent. Après les recherches, nous avons trouvé où ils sont. Mais vous savez, est-ce que vous déclarez qu'ils sont disparus pour aller ils ont été interpellés tout à l'heure que pour une cause dont nous ne savons pas. Parce que ce soit l'arrestation, que ce soit la détention, ces deux peuvent être légales ou illégales. Et comme je disais tout à l'heure, c'est au juge de se prononcer pour, n'est-ce pas, essayer de remédier à la situation. Donc c'est un peu ça. D'accord. Nous sommes d'accord. Moi je crois que le Sénégalais
vraiment pourquoi on a arrêté le CETI. Ah bon? Et je ne le dis pas. S'ils sont subversifs, Et je ne le dis pas. s'ils sont subversistes, Quelles sont les preuves? qui a dit qu'en passant dans l'océan, on ne va pas t'arrêter quand tu es subversif. Ce n'est pas à nous d'apporter les preuves. Je dis par exemple s'ils sont subversistes. S'il vous plaît, on va sortir l'émission. On est tous d'accord que sur ce qui se passe là, il faut que les gens restent lucides. Le Camerounais a besoin d'être protégé. C'est un ancien Il a besoin d'être protégé. Parce que le Camerounais est exposé aujourd'hui à un flot, je ne sais pas s'il faut appeler ça info, des infos, intox. À longueur de journée, si vous tenez encore debout, c'est que vous êtes fort. Ah oui. Tout ce qui est diffusé du matin au soir par des gens qui sont identifiables, ajoute de l'huile dans le feu. Et j'ai l'impression que c'est même là-bas le moteur de cette affaire-là. On vous active à 5 h du matin avec des images parfois qui ne sont pas celles du Cameroun. Mais on est un pays qui a abandonné ce volet. Jean-Jacques, je disais ici on va chuter, c'est une minute. Non, c'est moi qui chutais, Jean-Jacques, ce n'est pas fini. Il faut voir avec cette affaire de réseaux sociaux. Parce que c'est un problème véritable. Il faut que on peut pas laisser le peuple exposé à ce niveau. Parce que même cette journée, il y a des informations. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a été annoncé mort et après quelques temps, on dit qu'il n'est pas... Mais attendez, on peut quand même... Il faut quand même avoir la bonne information. Il y a une absence de la gestion de ce volet des réseaux sociaux par les organismes compétents du Mine-Postel aux autres acteurs qui doivent quand même faire un peu. C'est moi qui chutais. Vous allez prendre la parole, ne vous en faites pas. Je termine. S'il vous plaît. Je voudrais terminer en disant... Vous allez terminer après, soyez patient. Oui, allez-y. Effectivement, le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise dans la confiance à faire aux institutions qui nous gèrent, qui nous incarnent. Et c'est ce que M. Gémy est en train de dire aujourd'hui. C'est parce qu'en réalité, on ne fait plus confiance à la justice, aux institutions en général. Et si les institutions ont montré des failles, s'il y a des failles, il y a une crise, il y a des failles qui sont palpables. Qu'il faut gérer. Oui, il y a des failles qu'il faut résoudre. Lorsque je l'ai dit, je reviens sur le cas des réseaux sociaux. Il y a au Cameroun une institution appelée Antique qui est en charge effectivement de la régulation des nouvelles technologies de communication au Cameroun. Mais curieusement, et c'est là où j'ai la nette impression que les faits, c'est-à-dire la façon dont les réseaux sociaux sont gérés au Cameroun, cela sert en grande partie ceux-là qui nous gouvernent. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent laisser que cela ne soit pas régulé, question de tirer des profits. Parce qu'ils sont dans un système où ils utilisent les mêmes lanceurs d'alerte contre les autres et quand cela leur est profitable, ils laissent passer. Tous ces lanceurs d'alerte là sont en contact avec beaucoup de membres du gouvernement. Bien entendu. Ils les utilisent quand cela bien entendu. Qui font fuiter. Vous ne pouvez pas me dire, Jean-Jacques, vous tenez une réunion ici avec le PDG et juste au sorti, c'est plutôt un lanceur d'alerte qui est résident en Europe qui informe le Cameroun de ce qui s'est passé ici à Eflan. Alors, ça, j'ai dit qu'il y a peut-être une sorte de complot qu'on a négligé. Allez-y maintenant pour chuter. Voilà, merci, je termine. Je disais donc que pour les leçons à tirer, n'est-ce pas, les leçons post-électorales, il y a cette longévité. Vous savez que la longévité est chrysogène. C'est-à-dire, même si on ne veut pas entrer dans les profondeurs, il est clair que la longévité est chrysogène. Et il n'y a pas que la longévité du chef de l'État. Il y a même la longévité, même dans ton service de journaliste, même dans ton service d'enseignant. Vous voulez m'envoyer en retraite? Est-ce que vous savez que longévité, bon, Jean-Jacques. Un enseignant ne doit pas souffrir de longévité tant qu'il fait bien son travail. Vous voulez quoi? Il n'est pas élu. Quand je dis longévité, oui. Un enseignant, par exemple, qui enseigne dans tel lycée pendant 10 ans, 15 ans, c'est pas bien. On doit le muter ailleurs. D'accord. C'est ça. Bon, et la longévité, c'est également, n'est-ce pas, ces ministres-là qui sont au même poste pendant 20 ans. Quelqu'un l'a dit dans un message tout à l'heure. Quelqu'un l'a dit dans un message et on l'a lu. Non, on l'a cité. Et autre chose maintenant pour terminer. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a le plus vieux chef d'État. Le seul pays au monde qui a le plus vieux président du Conseil constitutionnel. La campagne est terminée. Le seul pays au monde qui a le plus vieux président du Sénat. La campagne est terminée. La campagne est terminée. Vous étonnez qu'on ait arrêté vos collègues. Allez, c'est dans le programme. Aujourd'hui, il a quel âge? Il a un délit. Un délit de DRS. On a terminé. Un délit de DRS. On a terminé. Sans le veuille ou pas, la vieille ne peut pas permettre de D'accord.
D'accord. Il y a les vieux syndicalistes qui ne sont jamais passés. Ils ne sont même pas remplacés. Vous, c'est sûr que même les syndicalistes, on vous remplace. Donc aussi la place. Merci d'avoir regardé ce programme. Rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine.